Quelles sont les plus grandes victoires de l'histoire du MMA selon différents critères? Jab Culture se replonge dans l'histoire de ce sport qu'on aime tant pour dresser la liste des combats qui ont eu le plus d'influence dans l'histoire. Générique. Aldric, on se retrouve comme d'habitude dans nos studios Ricordia à Nice, 31e épisode de Jab Culture et notre deuxième top 10. Vous savez qu'on a le top 50 au long cours où je rends fou Aldric Cassata avec certains de mes choix. Et on vous avait dit, on lance une série une fois par mois. Il y aura un top 10 avec différents thèmes. On en a plein sous la besace. Je peux faire 3-4 ans à mon avis de top 10 là, vu tous les thèmes que j'ai. Et on va commencer par les plus grandes victoires de l'histoire du MMA. Je vais vous expliquer tout ça. On va expliquer les critères avant de donner nos sélections, bien sûr. Les petits rappels habituels, monsieur Cassata. L'appel à l'abonnement. Abonnez-vous tous. Abonnez-vous. Sur YouTube, sur Twitter, les réseaux c'est sociaux. l'Australie. Exact. Twitter, ta phrase a beaucoup fait parler. J'ai reçu beaucoup de DM. Les gens ont adoré Twitter, c'est l'Australie. Et petite dédicace à Silvio qui nous a envoyé un message, qui nous écoute depuis l'Australie et qui nous a dit il n'y a pas tant de grosses araignées que ça. Et qui, 2 messages plus tard, m'a envoyé une photo d'une immense araignée chez lui. Donc oui, Twitter, c'est l'Australie. Je crois qu'on peut résumer ça comme ça. Mais merci Silvio de nous écouter depuis l'autre bout du monde. Donc ouais, abonnez-vous, les réseaux sociaux aussi. Faites-nous grandir cette communauté, avancer le bousin. Et on vous rappelle, on vous l'a dit lundi, il y a déjà énormément d'inscrits. C'est très très cool. La Fantasy League. Ouais, je vais me poser dessus. J'ai pas encore Life. fait de prédiction parce que Avant samedi. Tu sais, toi, je charbonne pas mal en ce Ouais. moment, mais on va se poser. Tu fais tes prédictions avant le 324 pour voir où on sera dans le classement. Vas-y. Jab IQ, bien sûr, jab-iq.com. Inscrivez-vous, donnez vos prédictions jusqu'à samedi. On va vous annoncer dans les semaines à venir les lots, les concours qu'il y aura sur l'année, sur des trimestres. On va tous jouer ensemble à ces paris sans argent, ces concours de pronostics de la communauté de Jab Life. Ouais, je crois que ce matin, il y avait presque 15 000 prédictions déjà sur le site. Beau, hein. Ce qui est quand même pas mal au bout de 3 jours, puisqu'on enregistre le jeudi cette émission. Donc, on va passer à notre top 10, mais avant, parce que lundi, on a dit une bêtise, Aldric. On a dit qu'il y avait Hexagone la semaine suivante. Pas du tout. Hexagone MMA, leur prochain événement, le Hexagone 38, c'est ce vendredi. C'est là. Ce vendredi 23 janvier, c'est au Zénith Sud de Montpellier. C'est pas la plus grosse carte de l'année, on va pas se mentir. C'est peut-être pour ça que notre cerveau l'avait un peu zappé. Main event, c'est Prince Aounala qui défend pour la 4e fois son titre heavyweight, Aldric, contre Adama Diop. Donc je le disais, il l'a déjà défendu 3 fois contre Alexandre Sevna, Hidetaka Aroto et Anthony Morel. C'était la dernière fois, ça, en février 2025. Entre ces 3 défenses, il est passé un peu par le KSW et le Rising aussi pour 2 défaites, Prince Aounala. Et donc cette 4e défense contre Diop, Adama Diop, qui est passé par l'UFC en Afrique du Sud. Diop, où il a 2 victoires, Aldric, et qui fait son 4e combat à Hexagone. Il a perdu contre Morel, mais il a battu Gnazé, Paul-Emmanuel Gnazé, qui était celui contre qui Prince Aounala avait pris le titre. Tu sais qu'en fait, Prince Aounala, je crois que c'est celui qui a le plus de défenses de titre à l'Hexagone. C'est le champion le plus... Il a une sacrée carrière, hein. Ça fait des années qu'il plus est dans de 30 le game. combats. Hein. Ouais, ça fait des années. Puisqu'à l'époque, moi, je me rappelle, je l'ai connu parce qu'il était face à un de mes gars. Mais il y a vraiment, dans un gala de Hatch, qui est Eddie Missouri, qui je passe le bonjour parce que je sais qu'il écoute le podcast. Et il a que 34 ans, mais ça fait, je pense que ça fait 10 bonnes années qu'il est dans le game largement. Ouais, bien sûr, donc très expérimenté. Tiens, je suis en train de regarder en même temps 2012, Alex. Ça fait 15 piges qu'il est dans le game. Ouais, quand même. Hein. Et Adama Diop, en face, il est qu'à 4-1 en carrière, donc beaucoup moins expérimenté pour le coup. Donc c'est le main event à Montpellier, Zénith Sud, comme je le disais. Comme main event, c'est le premier tour du tournoi à 100 000 des moins de 84. On a fait les moins de 70 début janvier. Et cette fois, on passe aux moins de 84 avec Clément Jordanengo, qui est à 6-5, dont 2-0 à l'Hexagone avec 2 finishes, contre Islam Masraf, que vous connaissez, puisqu'il est passé par les Dana White Contender Series, où il avait affronté Artem Vatikov, l'ancien adversaire et vainqueur de Alex Pereira. Il avait perdu ce soir-là, et il était passé aussi par le PFL. Je pense que les gens qui avaient suivi la soirée Baki Doumbé s'en souviennent, parce que tu sais, c'est le KO, le head kick. Il a mis KO Grogu. Contre Grogu en 10 secondes, puisque Grogu arrive nonchalant et que Islam le finit en head kick. Donc c'est le premier tour, Jordanengo Masraf, intéressant combat. Islam, c'est un très bon combattant, même si j'espère que cette fois-ci, à 84, on va pouvoir le voir s'exprimer. Parce que contre Diego Bandu, à l'UE Warriors, c'était vraiment un cut trop sévère et une perte de poids trop rude qui avait valu cette contre-perf. Donc voilà, là je sais qu'il revient à 84. Hâte de voir comment il est et vraiment envie de le voir performer et être au moins à son top niveau, que le meilleur gagne, parce que ça fait un très beau tournoi. Hein. Ouais, et puis un très beau tournoi. Jordanengo, tu vois, c'est le genre de combattant un peu dans l'ombre, mais bon, on va voir ce qu'il peut donner, tu vois, contre quelqu'un qui a eu un peu plus de lumière grâce au Dana White Contender Series, ça peut être intéressant. Sur le reste de la carte, qu'est-ce que tu as envie de noter? Il y avait Mamadou Soukouna. Ouais, Mamadou Soukouna qui est... Sa seule défaite, c'est Virgil Hogan à l'Ares dans une catégorie supérieure à 84. C'est un très bon 77. Et il a une opposition avec un mec qui a plus d'expérience que lui, Ronaldo Silva,
un Brésilien de Nova Union. Mais j'aime bien voir Mamadou parce qu'il progresse et c'est intéressant. On a aussi Youssouf Ouattara, Corentin Roux. Enfin, il y a 2-3 combattants quand même à regarder et observer sur cette carte. Et une petite déception juste, puisque notre champion du monde IMAF Junior 2023, Soui Areski, devait faire son 2e combat pro. C'est un des gros talents à moins de 57 du MMA français. Il avait commencé en pro en septembre dernier déjà à Hexagone et forfait de son adversaire, l'Allemand Fayas Akparaz. Donc le combat de Souil est annulé. Donc on le reverra, je pense, dans une carte très bientôt chez Hexagone. Mais c'est un gros talent, Souil Areski. Donc Ouais. on a envie de le revoir vite. J'espère que la blessure n'est pas trop importante. Non. Mais je crois que c'est une blessure de l'adversaire, donc c'est pas pour lui. Ouais. Ok. Mais tu sais que je sais pas exactement le lien familial, mais c'était quelqu'un de la famille de Nasrat. L'adversaire de Souil. L'adversaire Ouais. Ok. Le talent, ça se transmet pas génétiquement. On sait pas s'il était fort ou pas fort. Mais c'était un mec de la famille de Nasrat Akparaz. Oui, ça peut être le boulet de la famille aussi. On sait pas. Ça peut être l'Australien de la famille. C'est vrai. Et en petite nouvelle, et on entame notre top 10, parce que c'est en rumeur, c'est pas encore officiel, mais je l'ai vu passer. Donc, comme on suit le MMA francophone aussi, globalité, je sais pas si tu as vu, mais Bolaji Oki qui devrait affronter Manuel Souza le 14 mars à l'Apex sur la carte où il y a Oumar Sy contre Koutelaba. J'ai vu, ouais. Et sur cette carte, il y aura aussi, puisqu'il nous a intéressé quand on a fait notre matchmaker sur les featherweight, sur les moins de 66, que vous pouvez toujours trouver sur la chaîne YouTube, Marwan Raiki, c'est le Marocain installé en Australie qui a beaucoup fait parler avec son combat fou au Dana White Contender Series, qui affrontera Ari Hardwick, que vous avez connu si vous étiez à l'UFC Paris. Short notice. C'est pas très bien passé. Non, contre K.O. Fernandez, où il s'est fait kicker méchamment et s'est fait terminer au round 1 à coup de kick. C'est ancien champion du Cage Warrior. C'est un beau début pour Raiki, franchement. Ouais, parce qu'attention, dans sa caté, il est pas mal, le magicien. Hein. C'est Hardwick, hein. Même si là, ils sont quand même complètement plantés. Moi, j'étais dans le vestiaire. J'étais choqué de le voir travailler. Quand on sait la puissance des kicks de K.O. Fernandez, je le voyais travailler dans le vestiaire. Je dis, mais c'est vraiment ça le game plan? Bon, ça s'est mal passé. Mais ouais, ça reste un très bon combattant. Champion au Cage Warrior. Enfin, tu vois, c'est quand même, voilà, il a son petit niveau. Donc, pour les débuts officiels UFC de Marwan Raiki, c'est un beau challenge qui lui est mis. Et ce sera aussi ce 14 mars à l'Apex de Las Vegas. On a fini pour les petites news. Une petite remarque, parce que je l'ai vu passer cette nuit, donc ça m'a fait sourire. T'as vu Justin Gaethje, quand il approche de la retraite? Parce qu'on rappelle qu'il y a l'UFC 324 ce week-end, il y a toujours notre preview dans Aldric Enerby. Ça se lâche un peu plus au micro, tu vois. Oui, il a dit qu'il n'avait pas été augmenté. Après, il avait déjà. Attention, son contrat n'était pas mauvais quand même. Oui, je pense. C'est heureusement que son contrat n'est pas mauvais. Mais il dit, je cite, j'ai 14 bonus et ça fait même pas 1 million en tout. C'est pas bien. J'ai entendu Daniel Cormier dire que tout le monde allait être mieux payé sur cette carte. Je touche pas $1 de plus. Donc pour l'instant, les augmentations de Paramount, on les voit pas. Ce qui est dit est dit. Voilà. Et d'ailleurs, Dana, il avait parlé, souviens-toi, de bonus en hausse. Pour l'instant, j'ai rien vu passer. Ouais, j'ai pas vu parler d'augmentation de bonus. On verra. Ça se trouve pendant la Fight Là, Night. il parle de Blackjack en ce moment, Dana. Oui. Tu l'as vu, c'est fou. C'est fou. T'as vu l'extrait là où il gagne au Blackjack? Il est quand même vachement plus content que quand il annonce un main event maintenant sur Insta, quoi. Le vice du jeu. C'est le vice du jeu. Le jeu lui procure beaucoup plus d'émotions que son organisation. Je crois qu'il fait pas de dopamine quand il donne un main event. Non, c'est un peu terrible. On passe sur tout ça, Monsieur Cassata, et on rentre dans notre top 10 les plus grandes victoires qui m'a bien de fait l'histoire travailler. du MMA. Tu me donnes des sacrés devoirs. C'est pour ça que je t'en fais une fois par mois, parce que tu vois, il faut pas non plus que tu aies trop de tableaux chez toi entre le top 50 et les top 10. Mais c'est dur de se... Tu sais, le MMA, en fait, c'est depuis 25 ans, en tout cas que moi je le suis de façon assidue, il s'est passé tellement de trucs que des fois on oublie des choses. Je suis complètement d'accord. Tu te poses, c'est pas facile. D'année en année, tu regardes les combats, c'est pas facile. Et ce matin, même en finissant ce matin, en mettant au propre, j'en ai eu un ou deux, je fais j'ai oublié ça. Est-ce que je peux le placer? Tu vois, t'as des trucs qui te remontent, qui te reviennent. Ça se trouve, on aura des oublis d'ailleurs. Et dans les commentaires, dites-le nous si on a oublié des gros trucs. Forcément, 25 ans de MMA, il y a toujours des oublis. Même, il y a des subtilités. Il y a des mecs qui sont plus marqués par d'autres. Moi, j'échange souvent sur Twitter des mecs qui m'envoient des messages. Je me dis, vous avez oublié un tel. Eh non, on n'a pas oublié un tel. Il est inactif depuis 14 mois. J'aime bien ce genre d'échange. Ça, même si je suis pas tout le temps sur Insta et de moins en moins, j'y vais et vos réponses, des fois je mets 2 jours ou 3 jours, mais j'y réponds, vous inquiétez pas. Non, mais t'as raison, et notre subjectivité rentrera toujours en jeu, parce qu'on l'a dit. Dans le top 50, comme dans ces top 10, je te l'ai dit dès le départ, on va mettre une part à chaque fois de subjectivité. Si vous êtes japonais, déjà, Herbie a tendance à plus vous valoriser. Ça, il peut y avoir un petit bonus, un petit point de bonus. Les critères pour celui-là, parce que ça veut tout et rien dire, les plus grandes victoires de l'histoire du MMA. Je te les ai donnés tout de suite, on met en jeu notamment l'importance historique d'une victoire. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des conséquences historiques à cette victoire? Est-ce que ça a changé quelque chose dans l'histoire du MMA ou dans l'histoire de certaines carrières, notamment chez les grandes stars? Contre qui tu le fais? Tu vois, qui tu vas battre?
et à quel moment de la carrière de cet adversaire tu le bats, parce que ça peut changer beaucoup de choses, tu vois. Il y a des mecs, quand tu les as battus à une certaine période, ça vaut beaucoup, beaucoup plus que quand tu les bats plusieurs années Juste. après. Donc c'est tout un ensemble de ça. Comment tu le fais aussi, bien sûr, la manière va rentrer en jeu. Donc c'est la grandeur, tu vois, c'est dans le mot. C'est pas la plus belle performance. Un jour, on refera le top 10 des plus belles performances, peut-être, qu'on ait vues, tu vois, dans une cage. Mais c'est pas ça. C'est la grandeur d'une victoire dans l'ensemble de ce qu'elle veut dire. On vous met pas de spoiler, mais sachez qu'on se l'a déjà dit, on le sait, on a le même numéro 1. On connaît pas le reste de notre classement, mais on sait. Justine, Qui est la seule à savoir, à l'heure où on parle, nos 2 classements, nous a dit qu'on avait le même numéro 1. Et ce qui est logique, moi, tous ceux à qui j'ai parlé m'ont donné le même numéro 1. car nous parlons par Justine interposée. Exactement. C'est notre téléphone à nous, Aldric. Et le numéro 1, je pense, si vous avez compris nos critères là, je pense qu'il y a beaucoup de gens, si vous suivez l'histoire du MMA, qui vont déjà, même avant qu'on commence le top 10, dire Évidemment. OK, on sait qui est numéro 1. Parce que c'est incontournable. Et on verra ça à la fin du classement. On vous fera les mentions à la fin aussi. J'ai quelques mentions à donner que je donnerai. Mais la dernière fois, on les avait fait au début. Et c'est vrai que ça spoilait un peu tous nos trucs. Donc, autant les faire à la fin et commencer direct dans Moi, le j'ai vif pas de mention. du sujet. Bah, moi, je t'en donnerai. Puis tu me diras ce que t'en penses à chaque fois. Ouais. On y va. On commence par le numéro 10, comme d'habitude. La parole à Aldric en premier. Numéro 10 des plus grandes victoires de l'histoire du MMA dans l'ensemble de ce que veut dire le mot grandeur. Matt Serra, GSP. Ok. Matt Serra, GSP, parce que Georges, il a déjà eu un avertissement à l'UFC en perdant contre Matthew, parce qu'il revient. Il revient à l'UFC après un passage éclair au TKO. Il est sur 7 victoires. J'ai pas les codes de Paris de l'époque, mais il est ultra archi favori contre Serra, compte tenu de ce qu'il a fait auparavant. Il sort de Hughes et Penn, non? C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Avant Serra, il finit Matthew. Il fait une split contre BJ Oui. quand même. C'est le Même premier... si c'est une split, mais je vois pas dans quel monde tu peux mettre BJ. Hein. Souviens-toi, il se fait bien toucher. Hein. Oui, mais ouais, il se fait vraiment sur le nombre de rounds, je vois pas comment, dans quel monde c'est une split. Mais bref, il bat Shancher, qui était un ogre à l'époque. Il est sur le toit du monde. Et Frank Trigg. Et Jason Miller, qui, mine de rien, était un sacré client. Donc, c'est un Georges qui est solide et on se demande qui va l'arrêter dans cette KT. En tout cas, c'est pas Matt Serra qui arrive pour l'arrêter, pas du tout même. Et qui est un peu catapulté là après le The Ultimate Fighter. Et KO. Ouais. Incroyable. Et dur quand même. Est-ce que c'est pas... Parce qu'un jour, on fera aussi sans doute top 10 des plus grandes surprises de l'histoire. Je pense qu'il est numéro 1. Ah oui. Oui. Ah oui, même clairement. devant des... Là, je crois qu'il y avait... C'est même devant des... Peña Nunes, des choses comme ça. Je pense que c'est numéro 1. Ben oui, parce qu'il était ultra underdog, genre à 7, 10 contre 1, à mon avis, un truc. Tu sais, il y a Omar avec qui je fais le podcast, les anciens d'Octogone, c'est bien Omar, un jour, on a fait un épisode sur GSP, et quand on parle de ce combat-là, il me dit, même si moi, je venais battre John Jones, c'est moins une surprise que Serra qui bat GSP. Faut se rendre compte, c'est une dinguerie à l'époque, ce truc-là. Ouais, parce que Serra est pas spécialement grand pour la KT. C'est pas... Et en plus, par KO. Tu parlais aussi de manière... Oui. C'est un jujitsuka au niveau du talent et de l'orientation du jeu. C'est un jujitsuka, tu vois. Donc, ouais, très, 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 très grosse surprise de voir un KO en plus. Carrément. Bah, tu vois, c'est bien comme ça qu'on n'ait pas fait les mentions avant. Toi, tu l'as mis en mention. Il est dans mes 11-15. De 11 à 15, en gros, tu vois. Ceux que j'ai pas pu faire rentrer, mais qui étaient juste là. Parce que l'importance, elle est énormissime. Alors, il va la venger, hein, JSP, on rappelle cette défaite-là. C'est sa dernière, d'ailleurs, en carrière. Mais c'est tellement une folie que, en termes de grande victoire, là, tu vois. Là, si tu l'as pas mis dans ton top 10, j'ai hâte d'entendre ce que tu vas. C'est moins historique. Sur les premiers, tu vas voir que, notamment sur les 3 premiers, il y en a 2 qui sont pour le côté très historique de la chose. Mais attends, là, Georges qui perd sa ceinture après 6 défenses de titre, je vois pas ce qu'il y a de plus historique. Non, c'est sur les conséquences historiques. Alors, plus là, il y a pas eu. C'est vrai que là, il fait un RAS tout de suite après. Voilà, il perd sa ceinture quand même. Par KO. C'est une conséquence légère sur sa carrière, puisqu'il reprend la ceinture et puis qu'il va surtout venger ces trucs-là. Mais il n'y a pas de conséquences historiques sur l'histoire du MMA. Non. En soi. Ça, c'est juste. Moi, tu vas voir dans mes 3 premiers là que tu vas voir, il y a des conséquences historiques. Eh bien, je t'écoute. Je te lance la balle. Le numéro 10, c'est une conséquence historique directe. Quinton Jackson bat Chuck Liddell par TKO round 2 au Pride Final Conflict 2003. Donc, c'est l'histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas. En 2003, l'UFC qui va pas très bien, hein, on rappelle, on n'est pas encore au TUF, à Griffin Bonnard et à la relance de l'UFC pour devenir le mastodonte que ça. Ils vont très mal financièrement. Et ils envoient Chuck Liddell, qui vient de perdre contre Randy Couture pour la ceinture intérimaire light heavyweight, au Pride pour le tournoi middleweight. Donc, middleweight au Pride, on rappelle, correspond à moins de 93 à l'UFC dans les KT qu'on connaît aujourd'hui, pour
tester qu'il soit le représentant de l'UFC et essayer d'aller gagner ce tournoi. Ouais, il était rentré avec la musique de l'UFC carrément. Tu Ouais, rentres je avec m'en la rappelle très musique de bien. l'UFC. Donc, il met KO Alistair Overeem au round 1. Et là, on est le 9 novembre. C'est la demi-finale et la finale. Les deux combats doivent La avoir même lieu soirée. le même soir. Et la demi-finale, donc, c'est contre Rampage Jackson, qu'on va connaître aussi plus tard à l'UFC. Une nouvelle fois, il rentre sur cette musique. Allez le revoir sur YouTube parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu et je l'ai rematé sur YouTube pour préparer l'émission. Aldric, tu sais qui commente? Maillet. Il y a l'équipe du Pride de d'habitude. Il y a Il y a Dana White. Ah, Dana White. Dana White est au commentaire. Ils amènent Dana. Et en France, c'était quoi? C'était Jean-Paul Maillet avec Grégory Oui, Hiro, là, c'est ça, je te non? parle du commentaire US. US. Ouais. C'est Dana White qui commente. Ok. Dana White avec des cheveux, une voix qui ressemble même plus à la voix qu'il a aujourd'hui. C'est vraiment le Dana des premières années. Et c'est extraordinaire déjà quand tu regardes tout le combat, au fur et à mesure du combat. Il se dégrade. Ouais, il comprend. Il comprend ce qui est en train de se passer et il comprend que son représentant est en train de se faire massacrer. Parce que, souviens qu'on raconte un peu le combat quand même. Lidl le touche un petit peu au début de combat, mais après c'est Rampage 100%. Alors attends, il faut quand même parler d'un truc, parce que peu de gens le savent, mais Rampage, s'il a pris le chemin du Pride et pas de l'UFC, alors que c'est un Américain, c'est pour éviter le conflit d'intérêts entre un teammate de la team Oyama à l'époque, une team qui existe encore, mais où il y a beaucoup moins de champions, où il y a Tito Ortiz. C'est le sparring de Tito, donc en fait, il a quand même une très grosse data sur Chuck. C'est pas du tout le bon tirage, en fait, tu vois, parce que il est pas très connu des autres. Il aurait pu, tu vois, Alistair le connaît moins. Il peut être très surprenant, Chuck, avec son striking. Ah, bien sûr. Mais là, Chuck, à l'époque, il faisait mal. Mauvais tirage. Parce qu'en plus, il y avait Oyama dans le coin. Regarde, je sais pas si tu l'as vu dans ta revue, il y a Oyama qui est dans le coin de Quinton et Chuck qui a affronté Tito. Ils se connaissent, tu vois, donc il y a beaucoup de data de la part de la team Oyama et du coup, tu sens qu'il est préparé, Quinton. Il les a bien étudiés, les datas, parce qu'il le archi-domine quand même. Quand tu revois le combat, je te dis, Chuck touche un peu, mais sinon, c'est Rampage qui maîtrise son sujet, qui lui met vraiment les coups les plus forts au round 1. Au round 2 aussi, ça se finit. Donc, il finit même par l'amener au sol. Il lui met un barrage de coups en grand end pound, et c'est un jet de l'éponge. Hein. D'ailleurs, les commentateurs, parce que même Dana comprend pas ce qui s'est passé, il se dit, mais est-ce que je l'ai pas vu taper? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le coin de Lidl qui jette l'éponge, tellement jette la serviette, parce que il en peut plus, en fait, Chuck. Il est en train de prendre vraiment un ramassis de coups dans la tête. C'est impressionnant à quel point il le domine. Alors, c'est des indiscrétions de fighter, donc je peux pas te certifier que c'est vrai. Mais apparemment, Quinton, il roulait sur Tito à cette époque. Ok, donc oui. Ah. Ouais, vu ce qu'on connaît sur Chuck, Tito aussi, ouais, je vois ce que tu veux dire. Là où ça devient, parce qu'en soi, c'est pas une victoire plus grande que ça. C'est Rampage qui bat Lidl. Il le rebattra à l'UFC d'ailleurs. C'est lui qui mettra fin à sa série et à son règne de light heavyweight. Et dans la même soirée, Jackson, il perd un combat contre Wanderlei Silva, la finale du Grand Prix. Il le perd. Mais en fait, je pense que c'est très important historiquement parce que je pense que ce jour-là, et je te dis, t'écoutes Dana aux commentaires, tu comprends qu'il réalise ce qui est en train de se passer. Et il sait pas que l'UFC va devenir le mastodonte que ça va devenir. Mais je pense que ce soir-là, Aldric, dans sa tête, il y a un truc qui dit plus jamais. Plus jamais. Et on n'a plus jamais eu de cross-promotion. On en rêvait tous. Que Jones aille affronter Francis quand il était, tu vois, qu'on fasse. Ouais, même quand il y a eu Affliction et Strikeforce, ils auraient pu faire des trucs Bellator, comme ça. Plus récemment, ouais, PFL, Bellator, faites des soirées champion contre champion. Je crois que ce jour-là, Aldric, je sais pas ce que t'en penses toi, et c'est presque de la supposition, mais l'avenir, enfin la suite me donne, je pense, raison. Dana, il a été vacciné. Plus jamais j'envoie mes mecs au feu contre des mecs tueurs et qui en fait, en tout cas ce soir-là, tu te dis, ok, les meilleurs moins de 93 de la planète, ils sont pas à l'UFC. Je suis même pas sûr que c'est vrai parce que je pense que tu mets Chuck contre Wanderlei, s'il faut, il le knockdown. Et peut-être que Couture bat Jackson. Tu vois. Mais tu vois, ça donne une image. En fait, ça lui a pas coûté cher parce qu'à l'époque, c'était quand même bien moins médiatisé. Internet, c'était pas les balbutiements, mais ah oui. Tu vois, il y avait quelques sites spécialisés. T'en faisais partie, je t'ai jamais posé la question. Les premiers sites, Ikusa, Fightway, tout ça, non, pas du même tout, sur toi. les forums, je sais que Baba allait beaucoup sur les forums aussi. Non, moi, Cage Warrior Forum à l'époque. J'étais beaucoup émule pour aller regarder les trucs, tu vois, machin. T'allais pas? Non, j'étais pas trop participant. Okay. Ouais. Même pas du tout. Mais ouais, il y a une représentation. Et t'as raison, ça lui coûte pas grand chose sur le moment. Tu sais qu'il dit même aux commentaires, c'est marrant, à la fin, il dit bon, maintenant, on va aller aider Quinton à préparer le combat de la finale contre Wanderlei, tu vois. Il l'ajouterait Beau Prince, machin. Les commentateurs du Pride s'amusent avec lui. Oh, tu dois être déçu, Dana. Mais je pense, en effet, c'est pas le mastodonte que c'est, mais ça l'a vacciné vachement. De se dire, on prendra une fois qu'il a fait devenir l'UFC ce qui est devenu l'UFC, donc on part de 2005 et du TUF et de tout ça, puis Lidl, Couture, Ortiz qui ont participé grandement à redévelopper l'UFC comme ça.
il s'est dit après, pourquoi prendre ce risque? Et même, Parce que la seule fois où je l'ai pris, non, mais t'as ça raison. a fini KO dans un ring au Japon. Et je pense en fait. même que ça a sûrement participé à sa vigilance quand il fait venir un mec d'autres orgas. Mhm. Tu vois que c'est dur quand même. Quand il fait venir des Pachi, même des deux Rider, hein, il n'a pas, Ouais. il a pas eu le truc facile. Je te mets un mec dur Ouais, direct. tout de suite. Je te mets pas un mec moyen. Pour pas laisser briller l'orga. Il y a pas de, Ouais. je laisse pas le doute au public Je suis de se d'accord dire avec toi. ah ils sont peut-être au niveau de l'UFC. Non, c'est le mastodonte. Peut-être même que ça joue dans son envie de racheter tout le monde à un moment Ah, et de possible. dire je vais manger tout le monde parce que c'est nous qui, tu vois, on doit pas faire exister les autres parce que sinon ils peuvent nous faire de l'ombre, vraiment. Non, Donc, le raisonnement, je te suis. Tu vois, j'y vois une importance historique à ce combat qui en soi est pas un combat plus Non, mais important j'aime que bien. ça. J'aime mais bien. Je trouvais que c'était important de le noter puisque c'est Mm, la mm. seule fois où l'UFC s'est mis en danger comme ça. Et puis vraiment, il représentait le truc. Enfin, il arrivait avec le t-shirt UFC, la Ah ouais, musique. la musique, ouais. Il représente pas que Chuck Liddell. Je Il suis d'accord représentait avec toi. son orga, le gars, ce soir-là. C'est mon numéro 10. Aldric, numéro 9 des plus grandes victoires de l'histoire de l'UFC, je le rappelle, dans le terme global du mot grandeur. Combat récent. Ah, c'est celui que récent que tu m'as dit? Non, mais c'est pas celui que je t'ai dit là parce que je pense le classer plus haut, celui que je t'ai un petit peu teasé. Non, là, je te parle de UFC 286, Kamaru, Leon Edwards. Ah ouais. Parce que lourd de conséquences, parce que notamment sur la carrière d'Ousmane, tu vois. Mine de rien, Ousmane, il a 16-3 de bilan à l'UFC. T'enlèves la défaite de Khamzat, ça fait 16-2. Qui l'a battu 2 fois? C'est Edwards les 2 fois. Ouais, J'avoue, c'est assez fou parce qu'il aurait laissé une legacy tellement dingue c'est ça. s'il n'a pas ces deux trucs-là. Parce qu'il fait peut-être pas que. D'ailleurs, c'est pas 286, c'est 278. C'est le premier qui est important pour moi. Même si. Oui, le 286, c'est le deuxième. Ouais, même si c'est 2 victoires, c'est la doublette, il confirme. C'est le premier qui met déjà un frein, tu vois. Un mec, il est Alors, invaincu, quoi. Je l'ai comme ça, je l'ai dans mes mentions. Il y avait que José Caceres qui l'avait battu en 2013 avant. Et je crois que leur gars, c'était au CFA 11. Je l'ai dans mes mentions aussi parce que tu as raison. En fait, il y a même une vraie importance historique parce que je pense que Kamaru, s'il gagne ces deux combats-là, je suis pas sûr qu'on le voit beaucoup plus longtemps que ça. Il fait pas Chimaev. Compris. Peut-être qu'il fait encore une ou deux défenses contre des gars. Et ça se trouve, on est sur un mec invaincu à l'UFC, record de série d'invincibilité, qui part avec sa ceinture. Et tu le mets où dans le débat du GOAT? On le met où dans le top 50 si c'est ça? C'est ça. Ça change vachement la vue d'une carrière en fait. Je te raconte peut-être. une anecdote qui est assez rigolote. Tu sais que je me suis entraîné pendant une quinzaine de mois au Hit Squad, le gym de Matthews, en 2010. Et j'avais, donc c'est Neil Manny, Robbie, c'est là que je les ai connus. Et j'avais gardé des liens assez importants avec pas mal de mecs de l'équipe. Brian Foster, Kyle qui a fait le The Ultimate Fighter. Bref, et il y avait aussi Rachid Abdullah qui démarrait sa carrière à l'époque et qui prend Ousmane. Et il le prend à son deuxième combat pour Rachid et son troisième combat pour Ousmane, qui venait de perdre contre José Caceres. Et en regardant la vidéo, on avait vu qu'au sol, c'était pas ouf, tu vois. Et j'avais dit à Rachid, il faut que tu arrives à le takedown. Ça peut le faire au sol. Il avait une très bonne lutte, Rachid, parce qu'il avait fait pas mal de luttes universitaires et du foot américain. Il était en première ligne en plus, donc il avait une capacité à plaquer, à faire tomber qui était importante. Et il s'est fait mettre KO très vite, je crois en 3 minutes par Ousmane, que j'ai découvert à ce moment-là, à son troisième combat. Et après, je l'ai suivi, tu vois. Donc ça a encore plus d'expérience. Qui commençait la série qui s'arrêtera à Edwards. Qui commençait la série qui s'arrêtera à Edwards. Que j'ai vu ça en live. J'avais acheté le pay-per-view de Rachid à l'époque au VFC ou un truc comme ça. Et voilà, c'était un catchweight à l'époque à 82 kilos. Et cette série, elle s'est arrêtée avec Léon. Mais je l'aime bien aussi ce combat et je l'avais rapidement mis dans mes possibles. Là, je l'ai fini en mention, je ne l'ai pas mis dans le top 10, mais tu as raison. Déjà sur l'impact sur la legacy d'Ousmane, la façon, puisque je t'avais dit que c'était un des critères, mais la façon dont il le fait. De mémoire récente, on n'a pas eu beaucoup de choses plus what the fuck que ce high kick, quoi. Puis il gagne, Ousmane. Il est en train de continuer ça. Sur 3 rounds. Il aurait mis 3 rounds. Tu vois, donc il est ouf. Et en plus... Justine, on va peut-être biper le mot qu'il a utilisé dans son expression. Bipon. Et en plus, comme tu disais, la série. C'est-à-dire qu'on peut parler de la série d'Ousmane qui se termine ce soir-là. Alors même si tu l'aimes pas, Colby, on se rappelle de ce qu'il avait fait à Robbie, Masvidal, Tyron Woodley, Dos Anjos, Demian Maia, Strickland. Une raison pour déjà Léon. Une raison pour laquelle Ousmane, on l'a pas encore eu dans notre top 50. Il avait battu déjà Léon en 2015.
Donc tu vois, t'imagines la série complètement ouf qui a Ah, mais... démarré avec Rachid Abdullah. Et puis, il y a tout, quoi. Même le micro de Edward. Headshot, dead. Enfin, il y a la punchline Il qui est va ouf bien. ce fight. Ce combat, en effet, est hyper Ouais. marquant. Et tu t'y attends pas. Déjà, tu t'y attends pas avant le combat. Je t'en veux presque de pas l'avoir mis. Mention. Je pense que j'ai un peu plus mis de trucs à conséquences historiques globales. Tu vas voir. Il y en a un, je suis Parce que sûr. celui-là, il n'est pas à y en a- conséquences historiques. Si, mais sur le MMA plus global, plus que sur une D'accord. carrière. Tu vois. Ok. Il y en a un, je suis sûr que tu l'as pas quasiment, alors que il a une importance, je pense, dans la méta du Ok. MMA que tu vas adorer pour le Ok, côté ok, technique. Mais ouais, non, fight énormissime. Mm. Et ouais, tu t'y attends pas avant, tu t'y attends pas pendant, jusqu'au coup de pied, tu t'y attends pas. Je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui on était dans le canapé à se dire bon bah on attend la fin du round, du C'est cinquième, ça. et puis voilà, Kamaru il Tu prend te dis ça. c'est fini, mais garde sauf sa que c'est ceinture. jamais fini. Ouais. Coaching exceptionnel de son coin. Et voilà quoi. Numéro 9 pour moi, Aldric, un combat féminin. Il y en a plusieurs autres que je te donnerai dans mes Je te mentions, dis si je l'ai. que j'ai pensé en combat féminin. J'en ai même 2-3, je crois, autres combats féminins, parce qu'il y a eu des combats très importants. Holly Holm, Ronda Rousey, UFC 193, le 15 novembre Tu me 2015. fais un clin d'œil au Par t-shirt KO. que j'avais lundi. Par Tu te rappelles KO du t-shirt round que j'avais lundi? Les pigeons de Mike Tyson. Les pigeons de Mike Tyson. Parce que pour moi, ce combat, le fautif, c'est Mike Tyson. Oui. Alors, on va en parler, c'est parfait, parce que c'est marqué là. C'est vrai? J'ai pas marqué Tyson, mais j'ai marqué Ouais. couverture de The Ring. Ouais. Ce qui veut dire, Ouais. ce Le que ça veut fautif de ce Tu combat, l'as c'est dans Mike ton Tyson. classement? Ouais. Ouais. Je l'ai dans mon classement Il est. tout de suite après. Donc c'est bien qu'on en parle Ok. parce que moi, il Tu est l'as 8. 8? Il Très est bien. 8. Vas-y. En fait, il faut se remettre. Pour ceux qui ne suivaient pas le MMA à cette époque-là, il faut savoir qui était Ronda Rousey, quoi. Pareil, je vous renvoie à un épisode qu'on a fait avec Samir et Omar de Octogone. Aldric, à part Connor, il n'y a pas eu plus grande superstar que Ronda Rousey est début novembre 2015. Mm. C'est une dinguerie. C'est une rockstar. Moi, j'étais Et on lui doit l'UFC. On lui doit l'UFC féminin. Oui, Ils l'ont fait pour elle. complètement. Super rockstar. Moi, j'étais au Brésil, je te l'ai déjà dit, pour l'UFC 190, quelques mois avant, en août. Ah, Betch Correa. Ouais. Où Qui a elle pris met- sa retraite il n'y a pas très longtemps. La pauvre, ils l'ont mis en prélim pour son dernier combat. Elle faceplante Betch Correa, tu sais, qui finit Ouais. sur la. En plus, elle finit sur l'affiche du film NWA, Straight Outta Compton. Elle est comme ça en faceplant. Et Rousey, qui est huée à son entrée contre Betch Correa, la brésilienne, est ovationnée, standing ovation par la salle de Rio, quand elle sort. Le lendemain, alors qu'il y avait le retour de Ronaldinho, j'ai déjà raconté cette anecdote. Ronaldinho faisait son premier match de retour dans le championnat brésilien au Maracana, le même soir que Rousey. La une des journaux sport brésiliens, c'est Rousey. C'est une méga star. Elle est en couverture, et c'est ça que tu vas ouvrir qui est intéressant, elle est en couverture de The Ring, le grand magazine historique de la boxe, avec des trucs, est-ce qu'elle peut devenir championne du monde de boxe? Des C'est mecs ça. commencent à parler, est-ce qu'elle peut battre des hommes en boxe? C'est une folie furieuse. Elle marche sur tous ses adversaires. Elle est invaincue à l'UFC. Il n'y a que des armes-barres, en veux-tu, en voilà. Et elle finit tout le monde très vite. C'est une méga star. Donc, c'est un tremblement de terre quand Holly Holm l'a. Alors que, tu sais pourquoi je ne la mets pas plus haut? Mais on l'a dans les mêmes eaux. C'est en fait, si tu connais un peu le combat, c'est pas hyper étonnant. Parce qu'Holly Holm, ancienne championne du monde de boxe, grosse qualité debout. Donc, à partir du moment. Championne du monde de boxe, championne du monde de Muay Thai. Oui. Donc, Et à partir du moment où Rousey, sous l'influence aussi de son coach, hein, pour le coup, faudrait en parler un jour, Son coach aussi. se décide de striker avec la strikeuse, parce qu'elle se pense si forte que ça en boxe. En fait, la punition, elle est presque logique sportivement, Aldric. Ouais, mais en fait, ce qui est dingue, c'est que elle l'avait jamais fait. C'est-à-dire que elle mixait quand même avant. Il y a beaucoup de combats par armbar, mais elle se servait de son judo, elle se servait d'un ensemble de choses. Et là, devant les gratifications de Mike et de son coach, elle devient strikeuse face à un produit, Holly Holm, qu'on a ramené, qui est peut-être la première fille ultra complète. T'imagines? Ceinture de... Quel homme est arrivé à l'UFC avec un titre mondial en boxe, mondial en pied-point? Personne. Non, personne. Et là, tu la strike. Tu sais qu'aujourd'hui, tu as vu, elle fait des combats de lutte. Elle fait de la lutte Mais- contre des Mais lutteuses. elle est complète, hein, Holly Holm. Hein. Elle s'est mise un peu tard, je trouve, au travail. Elle a pas mal d'années bossé sur ses acquis qui étaient exceptionnels, mais c'est une bosseuse. Hein, elle est complète aujourd'hui, mais trop âgée pour faire un truc dans le... Et tu la strikes. Ouais. Et ça dure quoi? Une minute avant que tu comprennes ce qui va se passer? C'est trop tard après. Elle se fait Bah, c'est lit trop up. tard. Elle se fait allumer. Et vraiment, Mike, je l'ai trouvé menteur. Parce que ça se voit qu'elle n'a pas un bon striking. Arrête. Elle bouge Les elle- trucs de quand elle pattes. bouge. Mais oui, c'est dingue. Je vais utiliser un terme, c'est dégueulasse. Mais elle est tellement superstar que tu vois, on est rentré en fait dans le moment. À ce moment-là, t'es rentré dans le truc où Rousey. Regardez là cette séquence de pattes sur YouTube, Ah on ouais. la trouve, Alex. Elle est horrible. C'est pas ouf. Elle est horrible, je suis d'accord. Arrêtez. Mais tu vois, elle est trop superstar. Donc t'es au moment, t'es tellement une star que
tout ce qu'on te dit sur toi, en fait, c'est que des éloges. Et D'accord, tous les mais mecs sont là. Tu peux dire qu'elle est super forte, Elle- mais tu peux pas dire qu'elle a une boxe de ouf, quoi. Souviens-toi de Joe Rogan, il est Ouais. aussi dans ces délires-là, dans les commentaires, à parler d'elle comme la 8e merveille du monde, invincible, tu vois, qui peut boxer avec tout le monde. C'est délirant. Et elle se fait allumer. Le KO est quand même d'une violence rare. Et je trouve qu'en plus, il y a des conséquences énormes. C'est-à-dire que tu fais tomber l'icône, c'est le cas. T'as raison, sans elle, il n'y a pas de MMA féminin. Tu sais que j'ai failli mettre dans le top, alors peut-être tu l'auras. Je ne vais pas te spoiler. Je te dis, parce que je sais que tu as plusieurs. J'ai un deuxième combat Voilà, tu féminin. m'as dit que tu avais 2 combats féminins, Ouais. donc j'attends avant de te dire. Mais j'ai failli en mettre un autre. C'est un autre de Ronda que tu as Non. ou pas? Ok. Non. J'ai failli mettre Ronda Carmouche. Ok. Le premier à l'UFC, Ouais, parce ouais. que je pense, et on avait parlé aussi dans Ouais, cet épisode si on, d'Octogone, si on prend ton côté un peu arté, je comprends pourquoi, je comprends pourquoi tu l'as mis. ce côté franco-allemand. C'est ça, tu vois? Non, je l'ai pas mis, mais j'aurais pu le mettre. Parce que c'est le premier, machin. Premier, ouais. et en plus, je pense, ce qu'on s'était dit aussi avec Samira Omar, si elle le gagne pas de cette manière-là, Carmouche, tu sais, si c'est un combat dégueulasse ou que Carmouche là-bas sur une décision, t'es sûr qu'il y a encore du MMA féminin? T'es Non, sûr que il Dana, aurait il pu dit faire pas... un one shot. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. T'es sûr que Dana dit pas, Non, mais vas-y, ça, on vu lâche. comme ça avait du sens. Ouais, donc j'ai failli le mettre pour ça, pour cette importance, mais Mais je trouve Olium, c'est encore faudra plus quand gros. même que tu m'expliques quand ce sera le moment de faire mon 4e, comment tu as eu un seul combat féminin. Et tu sais que je suis pas du tout le défenseur du MMA féminin. mais toi, t'es ouf. Sur les hein. 2 autres que j'ai, je sais, j'ai le tien. Je sais que j'ai le tien, mais je me demande lequel des deux. Et Tu comme verras. ça, on parlera des autres mentions féminins à cette époque-là. Et puis Holm devient. Et tu sais que Holm, faut voir, hein, à l'époque, après, c'est tourné des talk-shows américains et des trucs. Ça devient une C'est une superstar, ouais. instantanée. Ouais. Elle va perdre son titre après contre Misha Tate, qui lui-même le perdra contre Nunes. Mais ça devient une star instantanée. Et puis, attends, voilà le changement sur la carrière de Rousey. Alors, elle reviendra se faire exploser par Nunes en 1 minute. Mais Rousey, qui était quand même la star du MMA féminin, ce soir-là, tu la perds. Terminé. Elle part au catch. D'ailleurs, ouais, c'est fini après. hein. Enfin, tu vois, à part ce retour contre Nunes, mais elle est traumatisée Enfin, par ce Holm, qui ça s'est passé s'arrête. ce soir-là. T'as Nunes derrière, encore plus court, parce que c'est au Ronda. Et après, va faire du catch. C'est dingue parce que tu vois. Rodi, elle avait pris le. J'ai regardé un reportage parce que je le savais pas. En fait, elle a pris le nickname d'un catcheur qui avait opéré, entre guillemets, 10 ans avant. Roddy- Mais un écossais. Roddy Piper, Ouais, c'est ça. Qui avait un kilt. un adversaire d'Hulk Hogan à WrestleMania 1, puisque j'ai étudié ça quand j'étais vois. plus jeune. Et du coup, elle avait un kilt aussi. Je savais pas du tout, tu vois. J'ai appris ça il y a pas très longtemps. Mais tu vois, Nunes, je pense qu'elle revient parce qu'il faut revenir. Et même que l'UFC lui dit, et puis elle y croit encore un peu dans sa tête. Mais je pense que tout s'arrête le soir de Holm. Oui. Holm, elle la décapite et c'est terminé. L'autre, elle a mangé Non, des parce coups. que tu sais, Elle quand en tu avait mens- jamais vraiment Mais Alex, mangé de coups, Quand hein, tu comme ça. mens à un combattant, Mhm. que la vérité, il la prend comme il l'a pris là, parce que là, il a pris un coup de tibia. La vérité, c'était un coup de tibia dans la tête de Holly, tu vois, sur une sortie de clinch, si je Ouais. me rappelle bien. Parce que je Terrible. l'ai pas revu celui-là. Et en fait, bah voilà, la vérité, elle fait mal après. hein. Et devant, je crois qu'il y avait 50 000 personnes dans le stade en Australie. C'est un Mm. stade en Australie. Enfin, la carrière s'arrête Ouais, ce jour-là. c'est vrai. Vraiment. La carrière de MMA, de l'icône absolue du MMA féminin. Donc, numéro 8, si je comprends bien ce que tu m'as fait, t'as Holly Holm C'est ça, contre ouais. Ronda Rousey. Ouais. Voilà. On est là. Donc, numéro 8, ça, c'est mon combat méta et mon combat techniquement qui est intéressant sur l'évolution Ok. de notre sport. Maurice Smith bat Mark Coleman Oula, Maurice Smith. à Ok. l'UFC 14 en juillet 1997. Maurice Smith qui avait fait l'UFC 2, je dis pas de bêtises. Non, je crois pas. non, c'est pas Maurice Smith, c'est une Non, bêtise. c'est pas Qui Maurice a Smith. commencé l'UFC 5 ou 6, quelque chose Il comme ça. commence à lui. Il commence au 14 oui. non T'es sûr qu'il a pas Maurice Smith, commencé avant il est à 5-10 en MMA avant ce combat. Il a des défaites contre Bass Rutten notamment. Pour moi, il n'est pas passé du tout Ok. à l'UFC. Ou peut-être un combat avant ou quelque chose comme ça. Déjà, me semble, d'accord. ce combat, si vous l'avez jamais vu, allez le voir, c'est le Fight of the Year de 97. Le combat est assez joli, même s'il va à la décision. C'est une décision unanime, la victoire de Maurice Smith. Il remporte le titre heavyweight de l'UFC. Face à lui, c'est Mark Coleman, que tu as eu dans ton top 50. Ouais. Vainqueur des tournois UFC 10 et 11. Premier champion UFC qu'il gagne en battant Dan Severn à l'UFC 12. Il est à ce moment-là invaincu en MMA, lui, 6-0. ou Tu mettras en noir et blanc cette séquence, Ouais. Justine, quand même, parce que là, on est parti. Je Je pense que Justine n'était pas née. Et il est ultra dominant. Mark Coleman, non, elle n'était pas née, c'est sûr. D'ailleurs, parenthèse de ce combat qui est marrante, avant le combat, c'est la fois où Mark Coleman dit, je te cite, I'm going to ground him and pound the shit out of him. Et il invente l'expression ground and pound. Je vais le mettre au sol et je vais le ponder. Donc il invente ce jour-là le. Et il a inventé et l'expression et le mouvement, hein, pour Oui, être honnête. ouais. Donc ça gagne après une décision, donc 21 minutes, tu as le temps réglementaire et il y avait 2 prolongations, c'est l'époque où il y a des prolongations. Pourquoi ça m'intéresse? Smith est ultra underdog avant ce combat, Coleman est ultra dominant. Pourquoi ça m'intéresse dans la méta, Aldric? C'est que le début du MMA, c'est l'ère Gracie, Jiu-Jitsu. Puis tu bascules très vite quand même sur du MMA, sur le plan américain, US. Lutteur. UFC, lutteur. Ouais. Dan Severn, Don Fry,
Mark Coleman. Même si Don Fry n'était pas vraiment lutteur, il était plutôt brawler. Non, mais Mais je il a vois une ce que base tu veux de dire sur il a une la, base de sur la freestyle, globalité. de Oui. freestyle wrestling. Tu as aussi Mais Tadkarov. est-ce qu'il s'en est déjà servi, Don Fry? J'ai un C'est petit moins, doute. Hein. mais sa base est ça. Je suis Tu vois. d'accord. T'as Tadkarov qui gagne aussi un tournoi, mais qui vient du Oleg. judo. Donc c'est de l'appréhension. Ouais, c'est Sambo même. On est Oleg. encore sur de l'appréhension Oui, oui. et des choses. Dans tous les gagnants des tournois à l'époque, t'as Marco Ruas qui est un peu plus hybride, peut-être. Tu vois. Qui est quand même il a fait pratiquant de jiu-jitsu, capoeira mais qui est ouais. plutôt qui se sert beaucoup de son Muay Thai. Ouais. Mais l'appréhension est quand même ce qui a dominé Oui. l'ère du MMA. Et ben moi, c'est pour ça que ce combat il m'intéresse. C'est quoi Maurice Smith? C'est un striker. C'est un kickboxer. Ouais. C'est un striker. Et c'est la première fois que tu montres vraiment que tu peux t'imposer en MMA sur la base du strike. Si tu tiens debout, oui. Dans les gros combats. Mm. Et il parvient à faire ça. Il parvient, tu vois. En plus, il utilise bien. Tu te souviens de ce combat-là un peu? Ouais. Moi, je l'ai revu là. Ça garde hyper active pour épuiser en fait Coleman et finalement finir par prendre le dessus debout. Alors sans le mettre KO, mais tu vois un peu des schémas qu'on peut retrouver dans le MMA aujourd'hui. Ouais, il a bien vieilli ce combat. Je suis d'accord avec toi. Et je trouve qu'il est hyper important dans l'évolution du MMA et de faire comprendre aux strikers, bah, vous pouvez le gagner ce sport. Il n'y a pas que les lutteurs et les jujitsuka qui peuvent faire un truc là-dedans. Il y a quelque chose à faire. Ouais. Ça a du sens. C'est un choix un choix un peu hipster presque, hein, Aldric, je vais pas te mentir. Mais le côté Arte là, tu le vois? Je vois. Il y a une méta, c'est Là, hyper important. On est sur Arte là. C'est hyper important dans l'évolution technique en fait de ce sport. Non, mais le raisonnement me plaît. Donc ça, Moi, j'ai même pensé. Je l'ai pas fait. Tu parlais de mention. Moi, j'ai pensé à mettre Kazushi quand il bat Royler, par exemple. Tu vois. Parce que mais je l'ai pas fait. Donc, on va en parler de mention parce que pour moi, il n'y a pas assez de conséquences. À ce moment-là. Mais, on va sourire au combat d'après. Mais tu vois, ne me dis pas que c'est ça exactement. Non, c'est pas. Non, pas exactement. Mais tu vois. C'est la conséquence de ça. Tu vois, mais Royler, c'est important. Première fois qu'un Gracie perd, même si d'après la légende, ça a déjà claqué des dents en Russie quand Royler avait essayé de travailler là-bas. Mais ça, c'est la légende. On avait moins de preuves à cette époque-là. C'est ça. Mais c'est juste une mention parce que ça n'a pas changé révolutionnairement le truc, mais quand même, c'est important, tu vois, dans le biz. Non, ce sera mon dernier truc Arte, tu vas voir. Il arrive en numéro 7. Mais moi, je suis pas hyper récent sur mon 7. Hein. Et donc, Maurice Smith, Mark Coleman, très important dans la méta du MMA. Rappelle l'année? UFC 97. UFC 14. Justine n'était pas née. Non, tu nous confirmes, Justine. Oui. C'est terrible. On repart en 2017. Ah, 2017 pour ton numéro 7. Ouais, Aldric. 2017. Georges Saint-Pierre. Michael Bisping. Ah ouais, ah non, j'y ai même pas pensé. Pourquoi Georges Saint-Pierre? Mais parce qu'en fait, attends, c'est double champ, mais avec un arrêt, un long arrêt. De 4 ans. De 4 ans. Qui a fait ça? Oui, mais si c'est pas Bisping, il le fait pas. Si c'est n'importe quel autre champion. Il n'a pas défendu contre Romero parce qu'il est pas ouf. Si c'est encore Rockhold, il le fait pas. Rockhold peut-être. Il avait les armes pour le faire. Romero, non. Là, il a vu Bisping. Georges, il a fait. Non, mais alors, Rockhold, ça aurait pu. C'est parti. Moi, je pense que Rockhold, il peut. Rockhold, il peut et il fait, je pense, parce qu'il est pas bête. Le match-up, il est tout sauf bête. Le match-up, il est meilleur pour Bisping, mais il est faisable contre Luke Rockhold. C'est pas tu vois ce que je veux dire? C'est un gros 84, là, un peu plus gros que Bisping, mais c'est pas Yoel Romero. D'ailleurs, il défendra pas contre Romero. Non. Mais il abandonne la ceinture tout de suite. Il vient juste prendre le double champ. C'est ça. Mais je trouve que double champ, alors, c'est pas qu'on a rendu ça courant, mais d'ici, il y en a des mecs qui l'ont fait, tu vois. Mais 4 ans après. Ils sont 10, je crois, aujourd'hui. Ouais, 10 ou 11. On peut les citer. Il y a Connor, il y a d'ici. Il y a quelqu'un qui. Jones aujourd'hui. Quelqu'un qui vient de prendre sa retraite, Henry. Cerudo, il y a Henry qui vient de prendre sa retraite il y a peu. Tu vois. Il y a Nunes. Mais Pereira. Là, après 4 ans d'inactivité, c'est chaud. C'est long, 4 ans, Alex. La victoire est grosse, mais en fait, tu sais, quand on a fait l'épisode sur JSP, on en avait vachement parlé de ça. Pour ceux qui ont suivi en plus sa carrière, on dirait, quand tu penses à JSP, tu penses double champ? Moi, non. Bah, je pense le meilleur welter de l'histoire. Le run à 77, il est conséquent, certes. Même si, moi, il me chagrine, et on en reparlera un jour dans une émission. Ah, le Hendrix, il faudrait. Ouais. J'aurais du mal à le faire. On a rejugé parce que tu sais que j'apprécie énormément Georges et en tant que personne et en tant que combattant. Il est dans ma liste de possibles. Hein. Mais je le ferai. Hein. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour la commune Jab Life? Oui. Mais je trouve que quand même, la cerise sur le gâteau, c'est ce qu'il fait là. C'est-à-dire que 4 ans après, dans la caté du dessus, c'est pas mal quand même. Bah, c'est la ligne de CV en plus, c'est ce qu'il fait sur notre poster, où au centre, il y a tous les double champs autour de Royce Gracie, qu'il est juste à la droite de Royce. Sinon, il serait sur une des piles au-dessus. Mais en fait, moi, j'aime bien cet argument-là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Le truc de, quand tu penses à lui, tu penses pas double champ. Quand tu penses à DC, tu penses double champ.
Quand tu penses à d'autres doubles champions, moi, tu penses. pour moi, c'est très fort ce qu'il a Moi, fait. je pense meilleur Parce welter que de l'histoire. Et quand- après, je me dis, ah oui, c'est vrai Non, qu'il mais est aussi avec- champion middleweight. c'est pas un truc raciste de il y a que les fighters qui comprennent. Mais quand même, quand tu déposes les gants, que ta vie change et que ton hygiène de vie, c'est plus la même, tu sais, c'est pas évident d'y retourner. Ah non, mais Et à la limite, si tu y retournes assez vite, comme pour moi, Nunes, elle a fait une pause, mais elle savait qu'elle allait retourner. Elle a fait une pause parce qu'elle voulait voir grandir son gosse et un petit peu, tu vois, mais ça s'est réentraîné vite quand même. Georges, il a fait une longue pause. c'est aussi ce qui fait la force de Georges, parce qu'on sait qu'aujourd'hui Bon, il a encore, une il hygiène de s'entraîne. vie Voilà, irréprochable, aujourd'hui Georges, tu encore, vois. il s'entraîne. Mais quand même, 4 piges après, Mais- quand tu es sorti de ça, et en plus que tu es sorti de ça à cause de la pression. Tu vois, il faut tout remettre. Après, c'est peut-être un peu plus subjectif parce que je le connais personnellement dans la vie. Mais il a C'est à arrêté. New York, c'est au Garden, on rappelle. Il a d'ailleurs. arrêté ça parce il était rongé par la pression, par le stress. Tu vois, ça lui donnait envie de vomir. Et il y retournait. Et à 84, avec un challenge comme ça, 4 ans après, c'est fort. En C'est fait, fort de ouf. J'entends tes arguments sur la grandeur de la victoire, mais j'y ai. Moi, les raisons que j'y ai pas pensé, c'est, mais tu vois, je vais te demander ça. S'il fait pas ça, si ça s'arrête à Hendrix et qu'il revient plus jamais, tu le changes vraiment beaucoup dans ton top 50, Georges? Moi, je trouve Tu vois, que est-ce quand que même, ce truc-là moi, lui- oui, pour lui moi, rapporte pour moi, beaucoup c'est une pierre à l'édifice. Double champ dans la caté du dessus, Mais ça change vraiment ce que tu vois, tu le. ça rajoute une lettre de noblesse. Moi, je le mets quasiment à la même place. Ça me change pas grand-chose. Son run est tellement extraordinaire en Ouais, welter. moi, je ça trouve me que change c'est pas quand même fort grand-chose. ce qu'il a fait, de retourner après. Et c'est Bisping. Donc ça, je suis peut-être un peu méchant, mais c'est Bisping. Ok, Donc j'ai moins de. ok, c'est Bisping. S'il l'avait fait à un autre, peut-être que j'aurais plus de. Mais ouais, pour moi, elle change pas fondamentalement sa carrière, Non, en fait, sur la conséquence historique. Mais j'entends la grandeur de la victoire. Ouais. Moi, je trouve ça super Et de toute fort. façon, c'est nos choix. Mm. C'est nos top 10. C'est comme ça. Numéro 7, donc JSP contre Bisping 2017 au Madison Square Garden. Yes. Et numéro 7, c'est juste après, donc c'est pour ça que ça m'a fait tout de suite sourire quand tu l'as dit. Kazushi Sakuraba qui bat Royce Gracie. Ok, toi, tu mets Ouais, Royce. au Ouais, d'accord. Pride Grand Prix en 2000. En fait, c'est pour l'histoire folle aussi autour de ça. Et en fait, c'est un peu, tu vois, c'est mon dernier truc Arte. Parce que il y a vraiment un truc. Alors, moi, j'avais mis Royler, je te coupe parce que comme ça, on en débat un peu. Ben, c'est Parce marrant. qu'il y a Ouais. finalisation. Il le Kimura, tu vois. Ouais. Il a Kimura qui dépasse, qui part du dos. Là, c'est un arrêt. Pour moi, c'est un peu moins Ouais, mais démonstratif parce que c'est un arrêt du coin et que ça dure 1 heure et quelques. Il est fou ce combat. le combat est complètement lunaire. Mais c'est pour ça qu'il m'intéresse. Parce que tu as raison. Et c'est là où tu dois raconter toute l'histoire. C'est que tout débute avec Sakuraba contre Royler Gracie. D'ailleurs, je l'avais pas ça, mais en faisant mes recherches, j'ai vu Rickson, frère de Royler, avait battu un partenaire d'entraînement de Sakuraba, Nobuhiko Mais Takada. c'est carrément son mentor, Voilà. c'est pas son partenaire. Et c'est au Ouais. Pride 1. Ouais. Donc il y avait C'est déjà le un chef bif. d'équipe de la team de Sakuraba, Il y avait déjà un bif entre Bien les sûr. deux teams. qui est devenu après la figure emblématique du Pride d'abord, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Ça affronte Royler. Ça le termine avec cette Kimura qui en plus est hyper symbolique puisque c'est la dernière défaite officielle, parce que tu as raison, on n'a pas d'image de ces époques-là, d'un Gracie contre un Japonais à l'époque. C'est qui? C'est Helio, le père de Royler et de tout cela, contre Masahiko Kimura, Kimura, c'est l'inventeur d'où le nom. lui-même de la Parce qu'en Kimura. fait, à l'époque, ça s'appelle pas comme ça. C'est parce qu'il l'a fait. Il lui donne son nom. Donc, Ouais. Sakuraba fait ça à Royler, il le fait revenir avec ce nom-là, qui est le nom du mec qui avait battu Helio. Donc tu commences déjà à être dans un délire. Officiellement, tu as raison, officieusement c'est peut-être différent. C'est la première défaite d'un Gracie dans un combat pro depuis des décennies, ça. je crois, quelque chose comme ça. Il y a cette légende que Royler n'a jamais tapé. C'est l'arbitre qui arrête. Donc, Ouais, bon, il allait se faire dessouder voilà, l'épaule. mais que les Gracie sont énervés parce que c'est pas une vraie victoire. Ça commence à questionner l'approche du MMA des Gracie, et donc tu arrives avec Royce qui accepte de signer au Pride pour venger C'est ça. son frère Royler, et avec des règles spéciales. C'est pour ça que ces combats, et j'étais obligé de le citer, l'histoire est tellement folle. Aldric. Royce qui dit 2 points avant, c'est pas une question de traitement particulier. Ma famille et mon père a créé ce business du combat. Ce qu'il a créé au Brésil, ces challenges de combat, Gracie, c'est pour ça qu'on a le Pride ou l'UFC. Donc j'ai mes demandes par rapport à ce combat-là. Donc, s'ils se rencontrent dans le Grand Prix, puisque les deux s'inscrivent au Grand Prix, ils passent d'ailleurs le premier tour, les deux. Gracie, c'est contre Takada, Royce, donc on revient toujours dans cette histoire-là, et Sakuraba, il le passe contre Guy Mezger. Et C'était donc, solide, hein mais très solide. Et ils ont rendez-vous, deuxième tour, au Tokyo Dome, ce 1er mai 2000. Donc les règles imposées par la famille Gracie, qu'au début, Sakuraba dit non, puis il finit par dire « Ok, je vous prends dans vos règles ». Pas d'arrêt de l'arbitre, pas de juge,
Pas de limite de temps, des rounds illimités de 15 minutes par round. Donc ils vont en faire 6, les cocos, pour faire 90 minutes. Les seuls moyens de gagner ce combat, KO, soumission, jet de la serviette. Et donc, on va finir après 90 minutes et 6 rounds, Aldric, par voir la famille Gracie jeter je crois que d'ailleurs, je l'ai C'est noté. Elio, hein, je crois, qui jette carrément. Je Je crois que c'est Elio. Hein. je l'avais noté, attends, toc toc toc, Je suis quasiment sûr. toc toc, je crois que je l'ai noté, attends. C'est Rorion. Ah, c'est Rorion. C'est Rorion qui jette. Ouais. Donc, attends, pour ceux qui veulent remettre dans le contexte, c'est un des 3 fondateurs de l'UFC. Ouais. En 93. Donc, c'est toute la famille là qui jette, tu vois, il y a un... En plus, ils arrivent tous avec le train Gracie, là, comme ils faisaient à l'UFC. Donc, t'as un geste hyper symbolique quand même du frère et de la famille qui finit par abandonner par Sakuraba, qui en fait est plus complet quand tu regardes ce combat-là. Et il est pas si chiant hein, pour un combat de 90 minutes, Aldric, ce combat-là. Bah parce qu'il y a la fascination, mais ça dure 1 heure quand même. C'est chiant sur la longueur. Tu mets un humain normal, il dort. Hein. Mais il y a des choses, tu vois, il y a des dominations à un moment de Royce, puis il se fatigue en fait. Il est dur à finaliser. Ouais. En fait, Sakuraba, il est dur à finaliser. Il gère bien. Et puis. Et Royce n'arrive plus à lui take-down, quoi. Il n'arrive plus à le take-down, et ça finit d'ailleurs sur des barrages de kick, en fait. C'est des kicks où l'autre est au sol à essayer de l'attirer, et ça le kick. Attends, Sakuraba, il faut que je regarde, mais il a fait ça à Vitor Belfort aussi. Il l'a fracassé à coups de low kick. En fait, le mec est au sol et il le fracasse comme ça, à coups de kick, jusqu'à ce que la Rorion jette l'éponge. Je crois qu'il a fait ça à Rampage aussi. Hein. Il y a, pour la petite anecdote, et je pense que tu es peut-être en train de comprendre de quel japonais je parlais quand je te disais qu'il m'en restait un. Sakuraba, quand même, il revient dans la soirée hein, pour faire la demi-finale. Dans la même soirée, après 90 minutes avec Royce, il revient. Tu te rappelles qui il affronte sur la demi? C'est ridicule. C'est ridicule. Attends, sur le Grand Prix. Aldric, c'est ridicule. C'est Igor Vovchanchin qui fait 60 pounds de plus que lui. Donc il vient de faire 90 minutes, il revient prendre un mec de 60 pounds de plus et il est pas loin de le finir avec le armbar. C'est le coin qui jette l'éponge après le draw du round 1 parce qu'ils disent il en peut plus quoi. Sakuraba, faut qu'il aille se reposer. C'est une folie Sakuraba. Sakuraba, c'est fou. Voilà, tu vois, tu commences à comprendre où j'allais avec mon dernier japonais. Je vois ça. C'est vu tout simplement. En fait, c'est une nouvelle fois mon côté là très arté historique de ce classement là. Mais il y a un côté révolution quand même. Je te coupe. Il a fait ça quand même. Sakuraba, et là, je dis pas ça pour mettre de l'eau à ton moulin, à Quinton Jackson, où il l'use avec les low kicks et finit par l'étrangler. Et il a fait ça à Vitor Belfort. Non, mais c'est ridicule. T'imagines quand même le mec ce qu'il a fait. Je te préviens, un prochain épisode du Top 50, tu vas manger. Mais ça me dérange. Non, tu vas manger une ode mais attends, à ce gars-là. C'est toi qui as vulgarisé le terme en disant petit japonais. Sakuraba, c'est tout sauf un petit japonais. Non, oui, bien sûr. C'est une légende, ce mec. Non. Là, je te valide. Voire même, je vais dans ton sens. Non. Dans le magazine Black Belt d'octobre 2000, par exemple. Juste pour info, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui vont nous le demander, la clé Kimura, avant de s'appeler comme ça, s'appelait Udegarami en japonais. Steven Kekan dans le magazine Black Belt d'octobre 2020 qui parle de ce combat, du Sakuraba, Royce, Gracie. Et en fait, mon numéro 7, ça pourrait être Royler et Royce. Tu vois, cet enchaînement-là qu'il fait. Parce qu'il en prendra d'autres des Gracie. Ça devient le Gracie Hunter. Il prend Renzo et il prend Ralph et Renzo. Renzo, c'est pas longtemps après d'ailleurs, je crois. Ouais. Donc je cite le Jean Hayes dans Black Belt. Il y a 10 ans, parce que ça s'appelle pas MMA encore, il n'y a pas le nom MMA encore. Le combat No Holds Barred, donc sans règles en fait, avec très peu de règles. C'était ses débuts aux États-Unis et les spécialistes du Jiu-Jitsu dominaient tout ce circuit. Sakuraba vient de retourner la table des combattants de Jiu-Jitsu. Tous les autres combattants devraient étudier ce mec. On vient de voir le futur du No Holds Barred. Et tu vois, tu parlais des conséquences de Dana tout à l'heure pour l'UFC et le Pride. C'est la même chose là. Ils ont de la chance. Parce qu'il en bat 4, hein, Gracie Hunter. C'est pas le surnom pour rien. Et si c'est plus médiatisé, quel impact ça aurait eu? Mais c'est une dinguerie. Si tu mets à l'équivalent d'une médiatisation d'aujourd'hui, c'est fou. Si à l'époque c'est médiatisé comme ça, est-ce qu'il n'y aurait pas eu... Je sais pas, va savoir, le monde aurait pu changer. Peut-être que les gens ils seraient plus allés vers la lutte à livre. Tu vois ce que je veux te dire? Mais ça va, ça a été confiné. Ils l'ont bien confiné le truc. Tu vois. Mais c'est extraordinaire cette période-là pour ça, historiquement. Et en fait, tu vois, d'ailleurs, toute la famille Gracie félicite Sakuba, hein, Renzo, même Royce. Au début, oui. Mais après, je peux dire qu'ils ont bien eu les nerfs. Il y a du bif. Mais après ce combat-là, ils disent OK, on a trouvé un mec qui a un jeu complet, en fait, qui est difficile à contrer pour nous. Et en fait ça va avec mon 8, Aldric. Ça va avec Smith Coleman. C'est toute une période de 3 ans
qui a construit pour moi le MMA d'aujourd'hui. Il a raison, le mec, dans Black Belt. Ils devraient tous l'étudier parce que c'est ça le futur. Fini l'époque où tu as juste de la lutte, du jiu-jitsu et tu arrives et tu domines les tournois. Maintenant, il va falloir mettre du striking, Non, mais c'est il vrai. va falloir mettre du grappling, il va falloir mixer les trucs. Et on vient d'ouvrir le MMA qu'on a aujourd'hui et qu'on kiffe, en fait. Non, mais c'est juste. Ça fait partie, ces 2 combats-là, pour moi, de cette histoire-là de la méta. Ok, Arte a parlé, monsieur Cassata. je vois ça, mais c'était pas mal, c'était pas mal. J'ai des arguments à chaque fois. Je Bien. vois ça, je vois Ça ça, mérite. je vois ça. Numéro 7 sont passés, on arrive au numéro 6, Aldric. Eh oui, on arrive au numéro 6. Alors là, on est en quelle année? On va en 2012 quand même pour moi. Ok. On va en 2012. Ce qui Bon, va- après, j'ai une grande sympathie pour le personnage, mais je pense que le combat parle de lui-même. Je te parle de Cain Velasquez, Junior dos Santos. Oh là là. Ok. Euh, Donc le 2. ouais, attends, hop, ça arrive, je prends ma petite note. Il va vite, il va toujours trop vite. Le combat que Cain gagne après avoir perdu, où il coupe Junior, qui arrive quand même. Parce que tu sais, c'est toujours pareil. T'as raison dans ce que tu dis. Les gens se rappellent, tu me parlais de Georges, tu dis les gens ils se rappellent de quoi de Georges? Ils se rappellent de son run en Walter. Eh ben, je te pose la même question pour Junior. De quoi ils se rappellent? Je dis pas que c'est la majorité qui nous écoute, mais globalement, Junior, le mec a défoncé Cyril Gane. C'est pas ce que tout le monde te dit, toi, quand tu parles de ça? Pour les fans modernes, oui, ça va être ça. Tu vois? Et même, je vais te dire, mais pour plus, parce que c'est pour ça que ce combat est intéressant aussi, c'est que pour même les anciens, alors que c'est un champion UFC qui a un beau parcours, en fait, c'est le mec qui a fini par se faire matraquer par Cain, quoi. Tu vois? Et ce combat est important parce que quand même, il arrive et il bat, et il bat pas. Il dessoude Cain Velasquez avant, tu vois? Je crois que ça dure 1 minute le premier. Il le met KO, mais c'est une folie. Alors que Cain est un tueur. Et même le run, on peut parler Sur du ce run moment-là. 2 secondes, juste parce que on va juste démarrer à partir de Verdum, parce que ça me paraît pas mal. Verdum 2008. Stéphane Struve. Alors, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui se rappellent de Stéphane Struve. Il est commentateur aujourd'hui pour l'UFC, le broadcast de la télé néerlandaise. Il fait 2 mètres. C'est Wembayama du MMA. Il fait plus de 2,10 m. Oui, c'est le géant. Tu vois. Ouais. Donc, Stéphane Struve, c'était pas facile à battre. Il met KO Crocop. Ah, pareil, tu parlais du Pride. Et avant le Pride, il y avait encore le 202 Handle. Il met KO Gilbert Yvel, qui est un striker terrible, que même Vanderlei va essayer de grappler, tu vois, à l'époque quand il affronte. Puis Gabriel Gonzaga, puis Roy Nelson, puis Shane Carwin, et il met KO Cain. Donc je trouve que Junior, il arrive là, mais il fait peur. C'est plus qu'un épouvantail, c'est une folie. Derrière, avant que Cain, donc on arrive à ce fameux 2012, il tape Frank Mir, qui est aussi des premiers poids lourds à être vraiment capable d'être complet, parce qu'il a un très gros grappling, mais il frappe fort, il a un gros gabarit, c'est un vrai poids lourd, il est très grand et solide. Et il y a Cain qui vient, même si derrière, Cain, c'est plus Cain après ce combat, après sa défaite, et Cain reprend sa revanche, et je trouve que ce combat, il est lourd de plein de trucs. Il est lourd de sens, il est lourd de conséquences, même pour la carrière de Cain, parce que ça met... Alors, même s'il rebat, je trouve, moi, que c'est plus pareil. C'est bien le 2 dont on parle. Ouais. Et puis en plus, historiquement, on se rappelle, on l'avait dit dans le top 50 quand on a On en parlé a de Cain, parlé dans le top 50. c'est le premier combat sur Fox. Exact. Et c'est ces mecs-là qu'on met comme la... Qu'on met en main event. Ouais, Exact. qu'on met comme le truc qui va faire découvrir sur une grande chaîne américaine l'UFC aux gens. Et puisque ce jour-là, c'est le broadcast le plus vu de l'histoire du MMA. T'imagines? Donc c'est un combat qui a une importance historiquement pour le développement aussi de ce sport. Et je sais pas ce que tu en as pensé. Je sais pas si on en a parlé beaucoup quand on avait parlé de ça dans le top 50. Mais quand il rebat Junior en Dos Santos, je trouve que c'est plus le même. Même si derrière, il y a des belles victoires hein, contre Bigfoot 2 fois, il rebat Dos Santos après, mais je trouve que c'est plus le même Cain. Non, parce qu'il y a eu la blessure entre-temps. Ouais. Il y a eu Mais ça a perdu un truc. Tu vois, quand il perd, et c'est pour ça que la revanche, elle est vraiment importante, parce que quand il perd, il y a un truc qui se casse. Pareil. Capital confiance, blessure, une bulle, c'est plein de choses. Même si son run d'avant, il y a des moments de dingue, mais martyrise certains mecs, mais t'es peut-être au sommet de Cain à ce moment-là. Ouais, après. Pourtant, il y a encore 4 gros fights. Hein, et puis après, il y a la défaite de Verdum et puis Francis, c'est terminé, tu vois. Mais ouais, je sais pas. Ce combat, moi, il m'a toujours. Mais d'ailleurs, c'est pré-blessure. En fait, la blessure, elle est après. Oui, elle est après ce 2, donc avant le 3. C'est pour ça qu'on disait ça. Ouais. Mais je trouve qu'il a changé, tu vois, après.
Ah, Et c'est plus le même, il est plus aussi dominant. Là, il y a un truc qui s'est cassé. Et quand il revient là, c'est d'autant plus important. Moi, je l'ai vécu ce moment. Je l'ai regardé ce combat. Et voilà, c'est un combat qui m'a vraiment beaucoup marqué. ouais, je l'avais dans ma liste de possibles avec l'importance historique du combat. Et puis, Oh, et ça puis n'a pas marqué tellement les gens ça de chez marque Arte, mais c'est pas grave. Allez, un petit tour chez Arte pour mon numéro 6. Qu'est-ce que tu nous as mis en 6? Alors celui-là, je me demande si tu l'as. Celui-là, j'ai une vraie interrogation. Mais c'est le combat de la décennie 2000, élu par énormément de gens. Combat de la décennie 2000. Et en fait, c'est, si tu veux, un sommet du Pride absolu. Un truc qui a dépassé le Pride en termes d'attente. Et il faut se souvenir de l'attente de ce combat-là à l'époque. Fedor Emelianenko bat Mirko Cro Cop Non, je l'ai pas. au Pride Conflict 2005, le 28 août 2005. Une décision unanime. Mais tu te souviens, puisque tu étais déjà fan. Oui, mais je l'ai vu. Hein. Quand je dis je l'ai pas, je l'ai vu. Moi, c'est historique. C'est celui-là où Fedor il allé se préparer en Hollande, au Shakuriki et au Mikes, Jim. Je crois que c'est ça. Hein. Il est tellement attendu. Il bloque les low kicks façon Muay Thai un peu. C'est celui-là. Hein. Ça fait Ouais. 2 ans qu'il parle que chaque fois qu'un des deux combats, ça parle du combat de l'autre. Cro Cop, il a battu quasiment tout le monde. Il sort de l'année 2004 dont on a parlé là dans les Il fait meilleures 7 années. combats ou 8 8 combats. combats et il venge Randleman. Donc il n'y a que Randleman qui l'a battu d'ici là. Un an pile avant, il explose Alexander Emelianenko devant son frère, devant Fedor, qui est au premier rang. Il avait fait quoi? Il a fait middle high kick, je crois. Ouais, c'est high kick. Il finit un peu. Il frappe fort en middle d'abord et après il monte au visage. Puis il y a quelques punches derrière pour le terminer. En fait, ce combat, il est ultra attendu, Aldric. Dans la décennie 2000, qui n'est pas encore la décennie où l'UFC est dominant. Tu sais pourquoi je l'ai pas mis? Non, vas-y. Parce que j'ai remis Fedor après et je voulais pas le mettre 2 fois. Okay. T'as remis Fedor après? Ouais. Ok. Et avec un mec dont on a déjà parlé, dont on a déjà évoqué le nom. Ouais. Ouais, bien sûr. Pareil, il est arrivé assez vite celui-là dans la liste. Pour info, je te spoil, c'est mon top 3. Ok, il est dans le top 3 aussi. Très bien, monsieur Cassel. En fait, on va se rejoindre. Je pense qu'on va se rejoindre au bout d'un moment, au sommet. Le folklore et la culture le folklore et la culture se rejoignent quand même. Arte et TF1 finissent par faire un programme commun. Dorsel TV et TF1 se rejoignent. Mais Fedor Cro Cop. Je sais pas s'il faudra pas biper celle-là aussi. Non, gardons-la. C'est le combat que tu gardes du Pride. Ouais. Non, mais il est pas mal. Il est pas très attendu. En plus. Ouais. Et moi, Fedor qui change un peu. Parce que pareil, il faut se mettre un peu dans les coulisses. Fedor, il change. Il quitte. À cette époque, il s'entraîne avec un ancien adversaire de Grégory Bouchlagem. Il s'entraîne avec Amar Siolev et toute cette équipe au Red Devils. Et ce camp-là, il va en Hollande le faire. Et c'est fou, tu vois, tu te dis, mais attends, pourquoi en Hollande et tout? Parce qu'en fait, il veut vraiment travailler sur les kicks et les blocages. Et d'ailleurs, il va vraiment neutraliser le jeu de Mirko, je trouve, sur les high kicks, il bloque façon Muay Thai, les middle et tout. Il est ouf, ce combat. Ouais. Et t'avais le dernier truc de dire, allez, Fedor, c'est le meilleur poids lourd du monde, mais peut-être qu'il y a un mec qui peut le battre et que c'est Cro Cop, vu la série sur laquelle il est. Et en fait, Fedor qui te dit, l'empereur, le dernier empereur, c'est moi, et bien moi. Je te dis, il y a plusieurs médias MMA qui l'élus combat de la décennie. Hein. Tout compris, tout en regard compris. Le combat est cool, il y a une attente incroyable. Pour moi, il m'a moins marqué parce qu'il est allé dans le sens du favori. Quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ça, je vois ce que tu veux dire. Et j'ai hésité à le mettre. Moi, à cette époque, je préfère Cro Cop. Et j'ai hésité à le mettre un peu plus bas. Mais comme mes autres sont très hasardés, je me suis dit, bon, celui-là, il est quand même plus combat très attendu et sportivement. Mais t'as mis aucun combat. T'as quasiment aucun combat moderne quand même. T'es vraiment t'es noir et blanc là. Si, je me rapproche plus là. Là, on commence à se rapprocher. Il y a plus d'époque moderne après, à partir de là. Mais ouais, ça définit une époque, ça définit le Pride et ça définit une orga qui a marqué vraiment les esprits. Numéro 5, Aldric Cassata, on rentre dans le top 5. Là, on est dans le très récent. Mon très récent est là. C'est celui-là. Ilia Topuria, Alexander Volkanovski. Ah oui. Parce que la hype de la hype de Volkanovski. Justine, t'apprécies l'argumentation. Elle s'arrête là. Parce que, mais tu sais, c'est fou. Ce qu'il a fait ce jour-là est fou. On reprend 2 secondes. Je reprends ma petite note sur mon téléphone. Tac, on y est. Avant de tomber sur Ilia, il a perdu que contre Islam dans une KT qui n'est pas la seule. Après un combat brillant le premier en plus. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont, tu sais, quand on parle d'Ilia, souvent qui disent, ok, il met KO Volk, mais Islam l'avait un peu. Ça compte pas dans ton esprit. Déjà le premier combat est dingue d'Islam.
de Volk contre Islam. Ah oui, il est fou. Le deuxième, il prend ce high kick, mais c'est quand même pas la même KT. Puis Islam, on a bien vu, c'est tellement un gros 70 qu'il est monté à 77 par la suite. Donc, est-ce que ça impacte vraiment la légende de Volk à 66? Moi, je suis pas sûr. Moi, je te suis Tu vois? plutôt. Je suis plutôt contre l'argument de ces gens-là, mais il y en a beaucoup qui utilisent ça en disant c'était pas le même Volk. C'est Volk de 66, battu par C'est personne ça, tu vois. jusque-là. Ouais. Volk de 70, Mais, oh, Mendes, Aldo, Holloway 2 fois, Ortega, mais Holloway une deuxième. Tu vois. t'imagines si sur le premier il avait battu Islam, il serait pas mal dans la liste là. Ouais, Volk, c'est s'il ça. avait battu Islam, ce Et, jour-là. et moi, je trouve que ce que fait Ilia au niveau du verre déjà, et surtout au niveau de la manière, il l'éteint. Il n'est pas en difficulté pendant le combat, malgré le niveau de Volk de fou. Et qu'on vienne pas me dire, ouais, mais Volk, après Islam, c'était fini. Parce que ça, tu aurais Ouais, pu ce me que le je te dire. disais là. Ça, Ouais. tu peux me le... Non, mais ça, tu peux me le dire. Le combat dont je te parle, il est le 17 février 2024. Donc, à la limite, en mars 2024, je t'écoute. Je te dis, bon, t'as peut-être raison, il est peut-être fini. On parle de quand même la victoire de Diego Lopez. Oui, il vient de. C'est quelque chose qui en effet annule ces arguments-là. C'est ça. Il Ne est- me parlez pas qu'il est fini, il a battu Lopez. Et Lopez, il a pas fini de vous surprendre. Hein. Il n'a pas fini de vous surprendre, Lopez. Surtout le Lopez qu'il a battu, qui est le même Lopez qui a éteint Jean Silva. Hein. Donc non, non, arrêtez de dire qu'il était rincé. Ce que fait Ilia est légendaire ce soir-là. Parce que la manière... il touche pas une bille, Volk. Il a fait mieux qu'Islam, en vrai. Hein. Il a fait mieux qu'Islam. Alors c'est vrai qu'Islam, sur le deuxième, il est quasi irréprochable aussi, mais... la perf à 66, Non. elle est complètement Pour folle. Alex. 66, Elle elle est est folle. complètement folle. Ouais. Elle est folle et c'est l'explosion d'un mec en plus qui dit vraiment on en attendait beaucoup d'Ilia, mais capable de faire ça. Je pense qu'il y avait peu de gens quand même qui disaient qu'il était capable La de perf faire est ça à folle. Volk. Tu l'as pas mis du Ouais. tout, toi, celui-là. Il t'a même Non. pas effleuré l'esprit? Non, pas tant que ça. J'y ai pensé, mais je l'ai pas Ok. mis plus que ça. Moi, il m'a vraiment... Mais t'as des arguments. Moi, assis devant ma télé, En vrai, il m'a t'as des marqué. arguments. Mais en fait, tu sais, la plupart de ces combats, même, C'est là où t'es plus dorsal carté. c'est même... c'est même... Dorsal carté. C'est même tous les combats. Parce que Twitter, c'est l'Australie, je vois c'est les années... Twitter, c'est l'Australie. Je les ai tous vécus. C'est-à-dire, tous les fights dont je te parle, je les ai tous vécus. Et du coup, ils m'ont vraiment fait un truc, tu vois, quand je les ai regardés, et ça m'a fait une boule au ventre, tu vois. Ouais, c'est pour ça que c'est là où on a utilisé. Et on va plus se rejoindre au sommet, mais puisque Sakura Bagrassi ou Smith Coleman, je les ai pas vécus en live. Hein. Je vais pas Non, faire le- alors moi, Sakura Babagassi, je l'ai vu vite, parce que ce tournoi, je l'attendais. C'est vraiment le début où je commençais à m'intéresser au MMA, et j'attendais ce fight de fou, par contre. Je l'ai Mais- vu sur la mule. Donc tu vois, je l'ai plus pris Un peu plus tard. avec du recul, en les Ok. ayant vus plus tard et en disant des trucs un peu. Mais j'y ai pas pensé, mais je peux écouter tes arguments. Il bat En vous remerciant. En plus, Volk a quand même battu Aldo et Holloway, donc dans ce concours puisque Featherweight, Ah oui. on l'a dit dans Jab Ils Culture la sont semaine tous dernière, affrontés. c'est une KT de seniors. Il y a que des grands qui ont Mhm. été champions de cette KT, et le mec qui en a battu deux, c'est Volk qui a battu et Aldo et Holloway. C'est ce que je te dis. Tu sais que j'ai pensé à un moment, mais je le mettrai plus quand parce qu'on fera sans doute un jour un top 10 les meilleures performances, tu sais, Ok. qu'il n'y ait jamais eu, comme on a dit au début. J'ai pensé à Volk Holloway 3. La perf est belle. Il le, Ouais, je me rappelle très bien. le 50-45 tellement fort, alors que c'est Ouais. Holloway en face, tu vois, que Ouais. tu te dis, waouh, ce Il mec-là. a traumatisé Max. Hein. Ouais. D'ailleurs, Max revient. Comment tu peux revenir dans ta carrière après ça? Après ça, c'est Ouais, chaud. C'est Hein. chaud. Hein. Et t'as même un truc, tu sais, à te dire ce jour-là, mais personne va prendre Volk à 66 en fait. Ce qu'il vient de faire à Il Max était sur un Holloway. nuage. Ouais, je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, c'est marrant puisqu'il y a aussi battu Holloway. Ça se recoupe tous ces grands mecs des featherweight Juste. dans l'histoire. Numéro 5, Conor McGregor by Eddie Alvarez. Ah ouais, C'est Alvarez. KO ok, round 2, ok, UFC ok. 205, J'y ai 12 pas du tout novembre pensé, tu vois, moi, celui-là. 2016. Déjà, la perf est folle. Hein. Si vous voulez voir quand même Conor, le meilleur Conor qu'il y ait eu dans une cage, Ça, c'est vrai. je pense que c'est Eddie Alvarez au Madison Square Garden. Il devient double champion. Bah, la perf d'Aldo, Elle on est- va en parler, elle est folle, mais c'est un coup. Voilà, Mais là, sur le combat complet, je suis sur d'accord le avec combat toi. complet, la Ouais, masterclass. ouais. Je te rappelle d'ailleurs, dans les tribunes du Madison Square Garden. C'est la première du Madison. C'est en ça que ce combat, pour moi, il rentrait. Premier double champ de l'histoire en même temps. La photo iconique, Conor avec les deux ceintures sur la cage du Garden. Quand même un truc qui restera en mémoire. La première au Madison Square Garden, qui était le dernier État américain qui n'avait pas légalisé. Alors qu'on sait l'amour de New York pour les sports de combat, la boxe au Garden, le catch au Garden, ça a toujours été historique. Ils ont mis des années, à cause des batailles politiques, à légaliser ça. Et l'UFC l'attendait beaucoup. Tu sais, moi, j'avais ramené un t-shirt, il n'y avait même pas le nom alors qu'il y avait Conor sur la carte. Les t-shirts qu'ils vendaient, c'était UFC New York. Tu sais. Ils étaient fiers d'être à New York. Ils étaient Mais fiers ils le d'être au font, Garden. souvent. Là, cette année, d'ailleurs, je la cherche. Si quelqu'un a ce hoodies
UFC Madison Knicks. C'est une collab qui est sortie pour le. Pour le dernier, là on s'arrange, envoyez-moi votre tarif. Il me le faut en L. Je veux ce hoodies. On s'arrange, j'aime bien. On fait nos courses en direct pendant notre podcast, c'est magnifique. Donc, c'est la perf de Conor en soi, stratosphérique et qui est quand même une des plus grandes stars de l'histoire de l'UFC, la plus grande star en termes de star power. Je ne sais même pas pourquoi je dis une des plus grandes. Le contexte historique, la première au Madison Square Garden, dans une salle, il affrontait Eddie Alvarez, qui est un combattant, tu sais, on en a parlé un peu dans le truc que j'adore, je sais que tu l'adores aussi, qui masterise. Dans une salle, il affronte un Américain à New York. Le gars, bon, New York, c'est très irlandais, hein, mais la salle, elle est verte. Hein. C'est irlandais. Je suis dans la salle, je l'ai déjà raconté ça aussi, il y a des journalistes irlandais, puisque je suis en tribune de presse même, je travaille déjà pour RMC, des journalistes irlandais sur les tables de presse qui sont debout. Il y en a un, il a une cravate verte autour de la tête. Les mecs ont perdu toute notion journalistique. On y va. C'est la finale de la CAN, Aldric, tu vois, ça part dans tous les sens. Et l'importance qu'elle a, même sur l'UFC vient d'être vendu à IMG, là, ou enfin, non, je sais plus c'est quoi le nom, je dis peut-être une bêtise. Non, c'est ça, je crois que c'est IMG. WME, IMG ou un truc, ouais, c'est ça. Pour plusieurs milliards. Et il y a un truc de Conor, il dépasse le sport, en fait. Il a déjà commencé un peu, mais il dépasse le sport ce soir. Il arrive en conférence de presse, on l'a attendu jusqu'à 2h du match, je crois, en conférence de presse au Garden. Il arrive, tu te souviens ce qu'il dit, première chose, pose ses ceintures, et il dit maintenant, je veux plus de salaire, je veux des parts de la société. Parce que si vous avez vendu 4 milliards, c'est à cause de moi. Et je me souviens très bien, il y a 2 personnes de l'équipe communication de l'UFC, et elles sont pas loin de moi sur le banc, et les deux, ils se regardent en mode, wow, on a créé un monstre. Là, le truc vient de nous dépasser, en fait. Le mec est plus grand que nous. Ce jour-là, moi, quand je reviens dans mon hôtel, on va faire un peu tourner des bars avec quelques journalistes des pubs, bravo, Alexandre. Des pubs irlandais. Ouais, on s'est fait plaisir ce jour-là. Et RMC m'appelle, des grandes gueules du sport, Christophe Cessieux à l'époque. Et il me dit, on a appris que tu étais là-bas. J'étais en repos, j'étais même pas pour le boulot. On a appris que tu étais là-bas, tu veux faire un quart d'heure dans les grandes gueules du sport. Mec, RMC en 2016, qui fait un quart d'heure sur le MMA. En 2016, ouais, 2016. C'est fou. Ce mec, ce jour-là, il dépasse total. Je pense qu'on le perd. L'UFC, c'est même que tu peux plus dire non à Mayweather, en vrai, parce que c'est lui qui a le pouvoir. Il fera plus jamais des performances comme ça, Conor. C'est le sommet de Conor MMA. Mais tu sais que je pense que s'il avait continué comme ça, il aurait vraiment pu avoir des parts de l'entreprise. Mais vraiment. Bien sûr. Sauf qu'il s'est éteint après. Mais il a tout le pouvoir. Là, ce jour-là, il demande qui. Il demande de prendre. Je sais même plus qui est le champion welter à l'époque. C'est peut-être Woodley déjà. Ouais, je crois que si, c'est Woodley, puisqu'il défend au Garden aussi. Il demande Woodley, il a Woodley. Ouais, non, direct. Qui tu veux tu veux John Jones? Il l'aurait peut-être battu. Il l'aurait peut-être battu. Ça restera un what if énorme d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Mais il peut avoir ce qu'il veut, ce mec-là. Et je trouve qu'historiquement, c'est une soirée, tu vois, en plus, avec le côté première à New York, machin. Je te dis, moi, RMC, la France qui commence à se dire, et en fait, le MMA, t'as des mecs comme ça, là. On a peut-être des histoires à raconter, tu vois. C'est peut-être pas qu'un sport de sauvage et de barbare. Je trouve qu'elle est hyper importante historiquement, cette soirée-là. Artem l'a bien vendu. Et que c'est une grande victoire, dans le sens global du grand. Numéro 4, Aldric Cassata. On arrive dans la crème de la crème. 2018, Amanda Nunes, Chris Cyborg. Ok, ouais, bah c'est mon autre possibilité. Pas parler de ce combat, qu'on aime ou pas le MMA féminin. Non, je sais. Cyborg, c'est 11-15 aussi pour moi. Tu sais que, petite confidence, tu sais que Manon, elle perd son premier combat pro. Pour moi, elle le perd pas, mais elle le gagne. On se prend une carotte au Cage Warrior. Je vous invite à regarder le combat, il est sur YouTube. Je crois qu'il y a plus de 2 millions de personnes qui l'ont vu. Léa McCourt. Et en fait, quand on discute après, elle est dans le mal, tu vois. Et je lui dis, mais... Et Nunes et Cyborg, elles ont perdu leur premier combat pro. Et pourquoi je te parle de ça? Parce qu'en fait, Cyborg, elle a perdu que son premier combat pro quand elle envoie comme ça. Et Nunes, elle a décapité la légende parce que les gens se sont rabattus. Après Ronda, c'était Nunes le monstre, tu vois. Et je trouve que ce combat est très très lourd de conséquences, pour le MMA féminin en tout cas. Ça fait plus de 10 ans qu'elle n'est pas battue, non, je crois. Jamais. En fait, elle a perdu que son premier combat pro, Cyborg. Et t'as raison, elle se fait décap. Et en vrai, ça change énormément la legacy de Nunes. Aujourd'hui, t'as plus, dans les suiveurs du MMA, même suiveurs assez forts, hein, personne te met Cyborg devant Nunes. Alors après, j'ai été quand même... Quand elle y était, tu sais, à Lyon, quand je suis parti au PFL, et ça va. C'est-à-dire qu'elle garde quand même un très gros capital star. Elle est très reconnue. Ouais. Mais tu vois, beaucoup de gens... Enfin, quand je te dis personne, je suis trop abrupt, mais
la majorité vont te mettre Nunes devant. Alors que sur la carrière globale de Cyborg, elle a les ceintures de tout. bah oui, ceinture de Alex, tout. elle a les ceintures de tout. 20 ans de carrière, je crois, quelque chose Mais comme qui a ça Ouais, non, je Elle a sais. toutes les ceintures. C'est pour ça que tu peux considérer que c'est la GOAT Ouais. du MMA féminin, Cyborg. Moi, je serais pas contre si tu me dis ça. Mais pour beaucoup, c'est Nunes, parce qu'elle la décapite tellement, l'autre, en lui mettant fin à ces années d'invincibilité. Non, j'avoue, moi, quand je t'ai dit 11-15, vraiment, mes côtés Arte, là, les Maurice Smith Coleman que je voulais absolument placer, m'ont empêché. C'est le 11e. Si un seul de ces combats sautait, Arte m'a empêché. si un seul de ces combats sautait, c'est Nunes Cyborg qui rentrait. Parce que, ouais, qui tu le fais, comment tu le fais, l'importance historique pour le débat de la plus grande de l'histoire. Ouais. Ah, il fallait le mettre avec son avis. Après, je trouve que ça a vraiment pas eu le retentissement que ça méritait, en fait, à l'époque. Bah, on sait que le MMA féminin ne Ouais. sera jamais aussi connu que le masculin, mais là, on parle de deux légendes. Parce qu'on n'est pas loin de ce qu'a fait notre numéro 1. Ouais. Avant de spoiler. Ouais, bah oui, Sauf qu'il n'y a pas le même retentissement. c'est ça. Ouais. Mais il fallait le signaler, c'était vraiment une très grosse perf d'Amanda Nunes qui met KO donc, pour les C'est quoi, merci que mon côté, mon côté vieille garde, et toi, tu l'as mis, donc ça nous permet d'en parler, et on l'a pas oublié, et c'est très cool que tu l'aies dans ton top 10, parce que ouais, ça mérite. En termes de grandeur, dans le MMA féminin, t'as pas beaucoup plus grand. Il y en a un sur ce qui est, bah tiens, dans les mentions féminines, donc je t'avais dit Rosé Carmouche, j'ai hésité, mais c'est pas assez, le MMA est vraiment, c'est quand même très niche à ce moment-là, ce truc-là. Mais Cyborg Carano. Ouais, Carano. Le fait que ce soit le premier main Bien event sûr. féminin, tu vois. Avec, Gina Carano qui a joué dans Expandable après. c'est un truc qui est important pour le MMA féminin à l'époque. C'est vrai. Mais c'est vraiment très juste importance Et puis, historique. disons-le clairement, ça n'a pas très bien vieilli. Non. Parce qu'autant Nunes Cyborg, c'est pas mal, autant Carano. Par contre, tu vois, je rentre pas un des Nunes Shevchenko. La split où c'est Shevchenko qui gagne, on pourrait s'interroger, mais Bah, c'est pas une perf justement. Si Shevchenko Tu vois, gagne, peut-être voilà, qu'il rentre. Voilà. Mais là, c'est pas une perf, c'est presque une contre-perf. Tu vois, on pourrait plutôt le mettre dans un. On a rejugé. Ça, on peut le mettre aussi. On verra. Et tu vois, même Peña qui bat Nunes, on en a parlé, mais je le mettrais plus quand on va faire C'est un jour upset. top 10 surprise ou ouais. top 10 upset. Mais pas grandeur Non, du non, tout. je suis d'accord En avec plus, toi. tu sens que Là, Nunes, c'est pas je le valide les thèses d'Arte. Ok, donc non, j'aime beaucoup que tu l'aies mis. Vraiment, j'aime beaucoup. Je pense qu'on a les 3 mêmes premiers, en fait. Et que toi, t'as pas mon 4. Donc, tu vas me dire ça tout de suite. Ok, numéro 4, TJ Dillashaw, Renan Barão. Ouais, pas mal. Je l'ai pas, mais UFC j'aime bien. 173, Là, 2014. le côté Arte, j'aime bien. C'est une dinguerie, Aldric. C'est même plus que les mecs qu'on a devant, là. En un combat, il a fait oublier qui était Renan Barão. Demande à des mecs aujourd'hui qui suivent le MMA qui est Renan Barão. Non, c'est vrai. Tout le monde a oublié. Personne ne sait qui c'est. C'était qui, Renan Barão, gars 32 combats de suite sans défaite. C'est vrai. Dans des KT de tueur à gage, là, les 61. 31 victoires, 1 no contest, la série. Il a plus perdu. Attends, je l'ai noté. Il a plus perdu depuis avril 2005. Ouais, c'est ça. C'est en mai 2014 qu'on est. Dillashaw. Il est à 2-0 au WEC, 7-0 à l'UFC. 2 fois Uriah Faber dans ces 7. Il était champion intérimaire. D'ailleurs, c'est le seul de l'histoire qui a défendu plusieurs fois sa ceinture intérimaire, parce que c'est le moment où Dominic Cruz se blesse plusieurs fois. Et on n'a jamais le Cruz Barão Qu'on attendait. prime qu'on attendait. Mais il finit par être promu. Il la défend la première fois contre Faber. KO round. Uriah Faber, c'est fort, hein, Drake. Barão, il est top 3. Il est numéro 3 pound for pound des classements UFC à l'époque. Les classements UFC viennent d'être inventés l'année d'avant. C'est Il y a 2013. des petits poulets, tu crois déjà? Je pense qu'il y a des bons gros poulets, même à l'époque. Parce qu'à l'époque, c'est la vraie liste que je t'avais dit. C'est vraiment des dingueries totales. Devant, c'est John Jones et José Aldo, à l'époque, dans leur classement. Et je te cite Dana White. Dana White qui parle de Barão après Faber. Pour moi, tu te souviens de ce que disait Dana White, même récemment, sur John Jones, comment c'est intouchable, comment c'est machin. Pour moi, c'est toujours un débat back and forth, donc je change d'avis entre John Jones et Barão. Il est numéro 2, quoi qu'il arrive, pound for pound. Je peux même l'appeler largement le numéro 1 pound for pound. À chaque fois qu'il vient, peu importe qui il affronte, il termine les gars, il vient pour finir et il les termine. Je te fais juste une petite aparté, parce qu'il y a des gens, mais tu sais, des fois, il y a quand même des trucs hyper choquants. Moi, en tout cas, qui m'ont choqué. Je te reparle de Lyon. Tu vois, pourquoi je te parle du PFL de Lyon? Je descends en bas du building où on était à l'hôtel et je discute avec un monsieur, je vais pas te dire son nom. Et il y a des gens, et ça c'est hyper kiffant, de la Comedy Jab Live qui me demandent une photo et qui ne calculent pas le monsieur avec qui je suis en train de parler. Tu peux redire le top 3 pound for pound de John Jones, cette époque? José Aldo, Renan Barão. Le 2 et le 3, est-ce qu'ils n'ont pas le même entraîneur? Oui, bah oui. Parce que c'est pas un certain Dédé. Oui. Mais je suis à côté de Dédé, André Perderas,
à Lyon, que moi, je bois ses paroles, tu vois, je lui parle. En plus, tu sais qu'au Boxing Squad, on a Jean-Robert Monnier, et que Jean-Robert, c'est pas son fils spirituel, mais il a passé beaucoup de temps chez Nova Union. Très proche. Ouais. Et carrément, il y a des gens qui savaient pas qui était cette personne et qui l'ont laissé sur le côté sans demander de photos ni trucs. J'ai dit, mais moi, je fais une photo. C'est cool de faire une photo avec moi, mais il y a André Tu Perderas. sais que c'est aussi pour ça que c'est important, ces épisodes qu'on fait, de rappeler cette histoire-là. T'imagines que le mec, il a deux des 3 meilleurs pound for pound, c'est lui qui les entraîne et qui les forme. C'est pas genre, il les a récupérés, il les a formés. Il a formé les deux mecs. À une époque de tueurs à gages dans plein de KT. Ouais. T'as les numéro 2 et numéro 3. Aldo, Barao. Tueurs à gages, les deux, dans des KT 61-66. Hein. Ils faisaient le même poids à l'entraînement. On n'est pas poids lourd et 93 hein, sur le niveau d'opposition. T'imagines ou pas? C'est une dinguerie. Ce qu'a fait Dédé. Donc même Dana, qui aime tant Jones ou les mecs, il se dit Barao, c'est possiblement le numéro 1. En fait. Il y a plein de médias MMA qui à ce moment-là ont Renan Barao numéro 1. 32 combats de suite sans défaite en moins de 61. Je préférais le style de José, mais je trouve personnellement que la maîtrise de la distance à cette époque, elle est pour Barao. Barao, c'est extraordinaire. Il gère les distances. Dillashaw, il reste sur une victoire sur Mike Easton, juste avant. Avant, il a perdu split décision contre Rafael Assunção, mais tu te souviens le combat? Pour moi, c'est TJ qui gagne. Voilà, on est d'accord. C'est plutôt TJ. Si on faisait un on a rejugé, je doute pas qu'on mettrait TJ. Et 10, j'ai vérifié 10 des 13 médias, tu sais, quand tu revérifies de l'époque, ils donnent TJ. Bon, moi, je suis pas fou. Mais bon, t'as perdu. Ça doit pas arriver, ce combat, l'UFC 173. Le main event, c'est Weidman Belfort pour la ceinture middleweight. La commission athlétique du Nevada interdit le TRT, la testostérone replacement therapy, qui était un truc que prenait Belfort. Donc Belfort bâche du combat. Dit j'ai pas le temps, en gros, c'est trop serré en timing, je vais sauter, je vais être positif à ça. Il se retire du combat. On doit alors faire Weidman Machida. Weidman se blesse au genou. Donc ils finissent par dire on fait Barao Assunção, qui vient de battre Dillashaw pour le titre des moins de 61. Mais Assunção, il s'est blessé dans le combat d'avant, aux côtes, c'est pas assez remis. Donc il finit par bâcher parce qu'il n'a pas assez de temps pour s'entraîner. Dillashaw, il doit affronter Takeya Mizukaki sur la carte. Donc ils finissent par remonter Dillashaw pour affronter Barao. Tu te rends compte quand même le concours de circonstances pour qu'il y ait ça? Et Aldric derrière, il le masterise sur synchro. Il était fort. Même TKO TJ, round 5. Tu sais, on en parlera dans les tops tôt ou tard, mais TJ, ça a été son épisode de PO, il a beaucoup gâché quand même sa légende. Ah bah il est plus haut. Hein, tu vois, parce que les gens, pareil, dans l'opinion des gens, c'est un dopé. Ah oui. C'est pas le champion que. Mais après, on l'avait dit dans le top, si tu commences à faire ça, il y a tellement de mecs, même à l'époque du Pride, on a quand même peu de doutes, même s'ils n'ont pas été positifs, tu vois. Donc si tu commences à rentrer là-dedans, même Jones, en vrai. Mais réécoutez l'interview de Joe Rogan de Dillashaw après le combat de Barao. Joe Rogan qui est toujours dans l'emphase, c'est les plus. Mais là, il te fait 5 minutes il répète 10 fois, c'est la plus belle perf que j'ai jamais vue. Aldric, tu l'as vu toi aussi en live, ce truc-là. Faut expliquer aux gens, c'est une dinguerie de faire ce qu'il fait à Barao pendant 5 rounds, l'ultra dominé avant de le mettre KO, de le terminer en plus. Il va même pas à la décision. L'époque TJ, elle est folle aussi. C'est fou. Même après, derrière, ce qu'il fait à Garbrandt, l'époque TJ, elle est folle. Et la rivalité avec Cody qui est son teammate et qui part. Je te dis, tu peux faire un film sur la vie de TJ en vrai, parce que c'est top. Et le problème, tu vois, tu as vu quand tu fais le combat de trop et quand tu fais des bêtises, tu gâches ta légende en fait. C'est des choses qu'il faut vraiment faire attention. Ah, ça se joue à rien parfois. C'est pour ça que des mecs qui ont arrêté à temps, ils ont été intelligents. Rabib, tu peux penser, même s'il y avait d'autres raisons pour lui, mais intelligent de le faire aussi au bon moment. Il y aura la revanche. Hein. Il y a d'abord une revanche prévue et puis Barao va à l'hôpital, il rate la pesée, tu te souviens. Donc elle est reportée, la revanche sera en 2015. Victoire aussi de TJ. Barao derrière. Alors, il y a l'USADA qui arrive, donc il y a beaucoup de gens qui ont dit Barao, tu vois, mais ça compenserait finalement avec TJ, si vous voulez rentrer dans TJ était dopé. Derrière TJ, il gagne que 2 combats, Barao. Mais il combat encore aujourd'hui, Renan. Dans sa carrière, il gagne plus que. À un moment, d'ailleurs, tu te rappelles, à un moment, il devait apparaître à l'ARES. Oui, il y avait eu tout à fait, il y avait eu ce truc-là. 2 combats derrière dans sa carrière. Il s'est fait. Il a changé sa carrière. Mauvaise fin de carrière. Et les braises, souvent, mais c'est d'un point de vue financier. Tu vois, pour coffret, ils font le truc de trop. D'ailleurs, tu as vu que j'ai l'impression que c'est vrai. J'ai contacté 2-3 personnes que, grâce à Christophe Midou, que je connais. José, le retour, peut-être. Non, je veux pas. Si. Je veux pas. Je dis non. Au début, j'ai vu cette affiche. Je dis non. De José. C'est un grand nom. Vers le bloc de l'Est, on va dire. Et je dis, mais c'est pas vrai. Et j'envoie ça à Midou qui parle russe couramment et tout. Je dis, mais Chris, c'est une vérité. Il me dit, ouais, ça a l'air d'être juste. Parce qu'ils peuvent pas s'en empêcher. José revient.
Ils peuvent pas s'en empêcher, en vrai, t'as raison. José, le retour. Acte 3. Non, donc dinguerie. Allez voir Dillashaw Barao. Il est aussi. déçu, moi, Alex. Mais Ah, oui, je il suis revient déçu. vraiment. Oui, je suis déçu. Mais je suis déçu. apparemment, c'est sûr à 90%. Ça sort de ce matin. Donc, En plus, c'est j'avais quand qu'il sort l'émission? Samedi? vendredi. Bon, ce sera peut-être confirmé vendredi, mais En ouais. plus, j'avais vu apparemment. son dernier combat à Montréal. J'étais content d'avoir vu son dernier combat. Et non, Qui était bah, un combat assez remarque, fou c'est pas contre très loin. Zahabi. Je te dis, c'est pas très loin de la Russie. Oui, bah oui. Bon, c'est pas très loin, mais j'irai pas. En plus, il était fou le combat contre Zahabi. Tu veux. Mais non, il ne s'arrête pas, il repart. Bon, écoute. Mais ouais, allez voir Dillashaw Barao. C'est fou ce qu'il lui fait. Et à qui il le fait Ouais, non, après mais tant de victoires. Je valide, de suite. je valide. Et je te dis, et c'est de toute ma liste, mais il a fait oublier Barao. Non, mais juste. Dans la Legacy, C'est juste. ça devrait être un mec qui reste Barao avec sa série, avec tout ce qu'il a fait et tout. Et le niveau où il était à l'époque, tu devrais en parler. Il y a ça, plus la fin de carrière dégueulasse. Voilà, Mais j'ai t'as compris. eu d'autres qui ont eu des. Silva, Non, mais celle-là, elle est particulièrement dégueulasse. BJ Penn, Silva. Celle-là, elle est vraiment dégueulasse. Elle est plus dégueu que les deux autres. Mais t'en as eu des fins de carrière dégueu. Ce qui n'empêche pas qu'on Bah, parle. aujourd'hui, regarde BJ. Les gens, ils pensent que c'est un mec qui s'est fait Ouais, mais sortir de sa maison. Mais ça te tu vois. dérange pas si t'en parles dans les grands noms de l'histoire, tu vois. Moi, ça me dérange pas, mais l'opinion du jeune public, elle est pas du tout favorable. Ouais. Silva, ça te dérange pas non plus. Non. Je te jure, alors que. Et Barao. Mais Silva, attends. Silva, il continue à faire des dingueries en boxe. Hein. C'est pas mal ce qu'il fait, Silva. il est À 50 balais. À 50 balais. Eh oh. Mais Barao, là où c'est la dinguerie, parce que j'adorais ce combattant en plus à l'époque, c'est que son nom m'a même pas effleuré quand j'ai fait le top 50. T'y as Ouais. pensé? Ouais. T'y as pensé quand même? Ouais, mais bon, Il m'a quand pas tu effleuré. finis comme ça, tu peux pas. Parce que je l'ai oublié. Ça nous a fait vachement oublier qui était Barao. Et Non, moi, j'ai pas oublié. Parce que je te dis, en plus, le truc de Dédé Perderas, c'est ancré chez moi, tu vois. Qui a aujourd'hui, personne. t'imagines? Personne. Ça n'a- Si, peut-être, tu sais qui pourra peut-être faire ça? Coach Khabib. Il pourra peut-être avoir, Ah oui, il pourra peut-être avoir deux des mecs Deux des top trois 3, premiers. ouais, un jour. en les ayant formés. Ouais, un jour. Et peut-être, encore, il tu vois, pourra. Islam, c'est son papa qui l'a Ouais. formé en fait. Ouais, c'est vrai. Donc il faudrait que c'est la prochaine génération formée par Peut-être que Habib. Coach Khabib pourra avoir ça. Mais Mais, qui va faire ça d'autre? mais c'est fou. Dillashaw Barao, ça devait André rentrer. Perderas, les gars, c'est une légende. Ça devait Et rentrer moi, pour je moi. l'ai respecté comme il fallait pendant cette semaine à Lyon. Je l'ai harcelé de questions et j'ai bu ses paroles. Tu as bien fait. Voilà. Et c'est un des premiers noms que j'ai mis, Dillashaw Barao. En termes de la Mhm. grandeur de la victoire, elle est folle. Allez voir ce combat si vous l'avez jamais vu. C'est fou ce qu'a fait TJ. Et dans le même état d'esprit, tu vois, comme ça, on peut citer des mentions. J'ai pensé à Cruz Dillashaw. Quand Cruz revient après, il n'a Ouais, qu'un ouais. combat en 4 ans. C'est une folie de faire ça. Et Ouais. de battre le Dillashaw comme il était Non, mais c'est fort à vrai. l'époque. Cruz, ça aurait pu mériter. C'est dans mes mentions. Donc je le cite déjà. Numéro 3, Aldric Cassata. Je suis sûr qu'on a les mêmes 3 en On est vrai. en 2010. Oui. Est-ce qu'on a le même là? Je l'ai numéro 2. Ok. Ouais. Je suis quasiment sûr qu'on a les mêmes Ah 3 bah, premiers. je en pense. Hein, là, moi, je me jette tout de suite. 3, c'est Fabricio Verdum, Emelianenko Fedor. Parce que Verdum met fin à peut-être la plus grande, la plus belle, en tout cas, série pour moi d'une légende qui est celle de Fedor. Quoi. C'est complètement fou ce qu'il fait. C'est complètement fou. Tu l'as C'est dit en juin complètement fou. 2010. Ouais. Fedor, il a perdu la dernière fois le 22 décembre 2000, qui est alors la seule défaite de sa carrière. C'est contre Tsuyoshi Kawasaka. Et c'est un arrêt du docteur qui est en plus, c'est aux rings, controversé. Oui, oui. Donc tu peux imaginer qu'il est même invaincu depuis le début de sa carrière en 2000. Enfin, tu vois que t'es pas loin d'être ce délire-là. Bon, tu comptes quand même. Ouais, c'est une coupure. Oui. euh, Enfin, c'est tu peux, gentil. ouais. C'est gentil de la part Ouais, je suis de d'accord. l'arbitre aux rings. Sinon, donc ça fait, si même si tu comptes cette défaite, 28 combats invaincus là, Ouais, à ce puis moment-là. surtout, Et en poids lourd, au Alex, Pride. qui? Renato Babalou Sobral, Semi Shield, Isering, Nogueira, x2 Nogueira. Gary Goodridge, Randleman, Coleman, x2 Coleman. Mirko, même Zuluzinho, qui était un fric énorme à l'époque, Mark Hunt, Lidland, le truc est dingue. Team Sylvia. Le truc est dingue. André Herrera. Et même On Chongman, tu te rappelles l'espèce Mhm. de truc qui fait. Il lui arrive au buste bientôt, tu sais, quand il se bat Arlovski. contre- Ouais. Qui avait Alors, déjà t'as- été champion t'as vu UFC. qu'il a battu Shinya Aoki. Oui, oui, j'ai vu en Shi- exhibition. Shinya, il est aussi fou que Sakuraba. En Il exhibition. mérite. C'est pour ça qu'il méritait de ma place dans le top Ah non, mais 50. franchement, ouais. Non, mais la série, tu sais que tu as noté tous les noms que j'avais notés de la série. C'est fou. Même Musashi, hein. C'est pas un cadeau, Gerhard Musashi. Hein. C'est pas un cadeau. La série de Fedor au Ah, Pride. c'est fou. C'est 27 victoires et un no contest. Le no contest, c'est un clash de tête avec Big Nog. Il le venge quelques mois après, en finale Exact. du Grand Prix 2004. Le Fedor de cette année-là, déjà, il est combattant de la décennie pour tout le monde. J'ai vérifié, Sherdog, le Bleacher, MMA Fighting, Sports Illustrated, Fight Magazine, tout le monde le met combattant de la décennie. Et l'autre, Verdum, il vient le battre, quoi. Ah, t'as vu t'as vu le combat? Pour le revoir Ouais. pas. Je l'ai revu, ouais. Fedor le down un peu. Hein. Il le donne, c'est ça qui l'emmène au sol. Et il suit au sol. Il suit.
trop de... Parce qu'en fait, je pense vraiment, et tu vois, quand je me permets, c'est pas du tout une critique de dire Nog, Verdum, c'est pas le même niveau de garde. Tu sais que je pense que si Nog l'inquiète plus lors de leurs affrontements, ben il y va pas. Oui, oui, je vois. Tu vois Tu ce fais que la c'est comparaison pas entre très ces clair. deux Même moi, je trucs-là. me suis pas très bien Non, mais compris, mais tu fais la tu vois, comparaison entre ces deux en trucs-là. fait, là, il a nagé comme dans la garde de Nog à chaque fois qu'ils se sont affrontés. Il a jamais été inquiété. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il y va. Oui, d'ailleurs, j'ai retrouvé là en préparant des interviews post-défaite où il dit j'avais l'impression, après toutes ces années, que je pouvais pas tomber. Contre n'importe quelle prise, j'étais pas en danger, j'avais la solution. C'est ça. Et en fait, j'ai fait une erreur. C'est ça. Et l'autre, Et il a une tellement bonne garde qu'il en a c'est profité. exactement ça. Donc il le coince, il Moi, le donne. on disait que c'était Tyson qui était fautif de la défaite de Rouzet. Et ben là, je te dis que c'est Minotaur qui est fautif de la défaite de Fedor. Ah, j'aime cette analyse-là. Donc il le donne. Fedor le donne, mais donc. Oui, si tu l'as mis aussi, on en parle Bah encore oui, plus. on Quoi. en parle. C'est pas la peine après d'en reparler. Je l'ai numéro 2, je t'ai dit. Donc, il le donne. Il va pour un peu de grand endpoint et en fait, il se fait prendre dans un triangle. Exact. Avec armbar aussi. D'ailleurs, il en sort au tout début, puis Verdum le remet. Et ça, il y a même pas eu, il y a 1 minute à peine de combat, 1 minute 10. Et c'est la douche froide. Fedor tape. Et après, tu parlais, quand tu m'as fait le premier vocal pour parler du podcast il y a un peu moins d'une semaine, tu m'as dit un truc, les conséquences. C'est ça qui m'a fait le mettre haut. Les conséquences, c'est que c'est fini, Fedor, après. C'est fini. Là, tu sais, c'est pour ça que je veux absolument qu'on fasse Mais comme Barao, tu vois, qu'on vient de faire. un podcast avec des préparateurs mentaux, parce que je pense vraiment que quand la bulle mentale est cassée, t'as beau être intact au niveau des qualités physiques, au niveau de la technique, au niveau de ton coin, de ton encadrement, bah regarde derrière. Ouais. La bulle de confiance se casse. Derrière, tu as Antonio Silva, Bigfoot et Anderson qui lui roulent dessus. Et même, j'ai envie de te dire mieux, c'est plus jamais pareil. Est-ce que le Fedor Prime, il fait une décision unanime contre Jeff Monson? C'est plus jamais pareil. Au moment du combat, il a que 33 ans. Alors lui, en plus, dans une interview, il dit c'est un âge tard pour des poids lourds. Mais non. Alors oui, il a beaucoup de kilométrage. Mais c'est pas tard pour un poids lourd. Ça le change. Et regarde, c'est un thème qui est revenu dans ce podcast-là, dans ce top 10. Rouzet, après Holm, Barao, après Dillashaw. Là, il y a des fois où des victoires comme ça, des défaites plutôt, elles te changent un mec. Elles te changent une trajectoire de carrière. Je te raconte une petite anecdote vraiment parce que j'ai rigolé. Je te redonne la date exacte parce que c'est pas très très vieux. Hein. UAE Warrior, attends, 3 secondes. Parce que c'est assez rigolo. Il l'a plus sur son tableau. J'allais te parler de Fabio Maldonado. Ouais. Mais en fait, c'est plus vieux que ça. Attends. C'est voilà. On est sur l'UAE Warrior 13 en 2020. Et Manon combat. Et ce soir-là, à la demande de Guillaume Pelletier, je coach Manon qui bat Naomi Tataroglou. Et un petit peu plus tard dans la soirée, je coach Chris Barnett, qui était à l'UFC, contre un Tijani, je crois qu'il s'appelait le mec, un anglais. Et pourquoi je te dis ça, en fait? Parce qu'on est dans les vestiaires, et donc je supervise et l'échauffement de Barnett et l'échauffement de Manon. Et il y a un mec qui est en train de s'échauffer en mangeant des bananes. Et je te jure, il fait rien du tout. Il se tapote un peu sur les adducteurs, comme ça. Et maintenant, il me dit... Et je lui dis, ouais, ce mec-là a fait une décision majoritaire contre Fedor et tout. Et maintenant, il me dit, mais il est nul, Fedor. Et en fait, c'est pas beaucoup avant. Non, mais donc c'est la perception qu'elle en avait. Ben ouais. Tu comprends. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, Maldonado, s'il n'y a pas l'épisode Verdum, qu'est-ce qui lui arrive contre Fedor Prime? Mais là, il a fait un combat pourri, Fedor, et il gagne d'une décision majoritaire. Il est transformé par Verdum. Et l'anecdote est rigolote, mais vraiment, tu vois, tout ça a transformé Fedor à tel point que ça n'a plus jamais été le même après. Mais je te suis à 100. C'est dingue comme ça change cette trajectoire de fin de carrière. Ça enlève pas tout le run qu'il a fait, mais ça change ça. Justine, tu m'isoleras quand Aldric a dit il tapotait sur ses adducteurs parce qu'il a fait un petit mouvement qui en plus est... Voilà. Je me demande ce qu'il tapotait vu ton mouvement. Non, il est vraiment sur ses adducteurs, mais il s'échauffe même pas. Il prenait Lewis Perry, qui était le champion à l'époque, était un monstre. D'ailleurs, parce qu'il n'est pas mort, mais il est tombé plusieurs fois pour dopage, lui, et des très très grosses... je pense que lui, il arrive à perforer l'éprouvette pendant un test, tu vois. Donc, il n'est plus d'actualité dans le monde du MMA, mais il a pris une sacrée déculottée, Maldonado. Mais tout ça pour te dire que
Ce mec-là a fait une décision majoritaire contre Fedor par la suite. Ça quoi. ne doit jamais C'est arriver. complètement fou. Mais Fedor, c'est les noms que tu as cités. Hein. Il n'y a aucun poids lourd dans l'histoire qui a fait une série de victoires comme il a fait. Le mec, il prend le titre du Pride en 2003 à Big Nog. Quand le Pride disparaît, il a toujours pas perdu. Il l'a gardé. C'est bon, personne ne me l'a pris. Faut voir qui est Fedor hein, à l'époque. On l'explique un peu là, mais il était en égo avec l'UFC. L'UFC, il lui propose près de 2 millions de dollars par combat. Ce qui, pour l'époque, est une folie. Il dit non parce qu'il veut faire copromotion avec le M1, donc ça finit pas. Donc ça passe par Affliction, puis la Strike Force. Le combat contre Verdum, tiens-toi, c'est un combat qui doit être un combat d'échauffement pour Overeem, qui a la ceinture du Strike Force. C'est genre, éclate Verdum, et puis on te met pour la ceinture, Fedor. C'est une folie. Quand j'ai réécouté le combat, là, le commentateur, il fait unbelievable. Enfin, c'était fou. La salle est complètement arrêtée. C'est complètement dingue. C'est une dinguerie. Il faut expliquer aux gens qui nous écoutent. Toi, tu l'avais quoi en 2 ? Ouais. Ok. Je l'avais en 2. C'est tous les gens qui, à l'époque, c'est une dinguerie absolue. Fedor est tombé. Bah oui. Je regardais des articles de l'époque, tu vois. Los Angeles Times, par exemple. The most shocking result in MMA history. Moi, je suis resté. Résultat le plus choquant. Et alors là, je me mets dans le lot, avec Christophe Midou, on l'avait pronostiqué. Ça, c'est beau. Parce que il fallait le voir venir. Parce que trop de confiance. Verdum, il a jamais été champion encore. C'est pas le Verdum champion de l'UFC. Son contrat a été rompu à l'UFC. Il vient de perdre contre Junior Dos Santos. Ouais. Ça a rompu. Il a des défaites contre Kharitonov, Big Nog, Arlovski, qui avait déjà été champion à l'époque. Il t'a aussi battu du Overeem et Alexander Emelianenko ou Antonio Silva, Bigfoot. Mais tu vois, c'est pas un mec qui a des victoires genre contre des gros. Par contre, pareil, je te refais encore un parallèle sur Lyon parce que mine de rien, Lyon, c'était pas mal guest entre André Perderas, Cyborg et Fedor qui coachait Nemkov. Le fan français est connaisseur quand même parce que crois-moi, il s'est fait harceler, Fedor. Ah ouais. Donc arrêtez de dire qu'on a que des fans qui ont connu le MMA avec Conor, c'est pas vrai. Parce que Fedor a été harcelé, il a dû faire peut-être 1000 photos, le mec, sur sa Fight Week. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du respect pour Vraiment. Fedor. Pareil, il va pas arriver tout de suite dans notre top 50 Fedor. Non. Fedor, pour finir sur ce combat-là, et comme ça on passera à mon 3 et puis ton 2. Mon 3 et puis ton 2. Oui, non, toi tu l'as en 3. Oui, mon 3. Et moi j'ai ton 2. Et mon 2. Mais on passera à l'inverse. Ouais. On fera l'inverse. Et il disait qu'il pensait à la retraite avant le combat. Donc bon. Mais 33 ans. Oui, alors qu'en fait, arrêtez. il a combattu combien 8 ans de plus, un truc comme ça. Ryan Bader, c'est peut-être 7 ou 8 ans après. Arrêtez les bêtises. Là. Et deux déclats pour vous rappeler, mettre en perspective encore. Code Coker, qui est le patron de Strikeforce à l'époque, qui sera le patron du Bellator également plus tard, qui dit c'était un truc à la Rocky que je viens de voir. J'arrivais pas à en croire mes yeux. C'est un moment magique de l'histoire du MMA. Voilà ce que pensaient les mecs dans la salle. C'est vrai. Et Verdum qui dit je suis tellement heureux que j'aimerais que tout le monde puisse ressentir ce que je ressens. Fedor, c'est le meilleur au monde. C'est mon idole et je viens de battre mon idole. C'est une dinguerie, Verdum qui bat Fedor. Je ne sais pas si on en revivra d'autres aussi grandes. Ouais, on en revivra, bien sûr qu'on en revivra. Faut espérer. Donc, c'est mon numéro 2, c'était ton numéro 3. Donc, je te donne mon 3 et ensuite tu me donneras ton 2. Donc, mon numéro 3, c'est Khabib Nurmagomedov qui bat Conor McGregor. Je l'ai en 2. Okay. Alors là, on a inversé 2 et 3. J'étais sûr qu'on avait les 3 premiers. C'est marrant, tout le reste, on l'a différent, mais les 3 premiers, c'était évident. Tu peux pas ne pas parler de ces combats, Alex. Tu peux pas. UFC 229, octobre 2018, le plus gros pay-per-view de l'histoire. Là, par contre, c'est peut-être la première fois que vraiment impossible de dormir, quoi. Toute l'après-midi et tout, moi, j'ai pas pu dormir. Bon, là, c'était facile, c'était des horaires plus faciles pour nous, mais quand même, tu vois, c'était complètement dingue. C'est dingue. L'attente du combat, qui se transforme presque. Conor, aujourd'hui, moi, je déteste, j'ose dire les mots, je déteste le personnage, de ce qu'il est devenu, des faits divers autour de lui. Mais quand même, c'est le combattant qui nous a le plus hypé de l'histoire du MMA. Mais d'ailleurs, le personnage commence à tourner dans les confs de presse et tout. Ça commence à être le Dark Conor, là, qu'on commence à voir venir. Dark Conor. Mais avant ça, en plus, il faut se souvenir de ce que c'est, ce moment-là. Il sort de Alvarez en 2016, Floyd. Qui en a fait encore plus une superstar mondiale. Mais le combat, il est tellement attendu, Aldric. Le combat est attendu. Et 2, tu sais que pas plus tard que ce matin, moi, c'est un combat dans ma vie de coach que je cite beaucoup, et notamment le 2e round. Parce qu'en fait, si tu es un casual, tu crois que Conor, il est super bien. Il gagne. Rappelle-toi qu'il gagne le 2e round. Oui, je savais plus c'était quel round, mais il prend un des rounds. Il gagne le 2e round en défendant la lutte. Et là, tu te dis... Oh, c'est chaud, il défend la lutte de Khabib. Alors que pas du tout. Et moi, c'est vraiment un axe de travail avec mon équipe au quotidien parce qu'en fait, défendre la lutte, mais pour avoir une dépense énergétique 2 fois supérieure à celui qui attaque, voilà comment perdre un combat. Et c'est exactement ce qui va se passer au cours de cet affrontement où Conor,
tu sens qu'il n'est pas du tout là. Tout le monde a dit ouais, mais vous vous rendez compte le round. Mais non, il dépense toute son énergie. Khabib il est même pas fatigué. Et lui, il est exhaust à la fin du deuxième. Et il se passe ce qui se passe après où Khabib lui roule dessus, tu vois. Mais il est fou ce combat. Et il est aussi. Moi, il me sert au quotidien pour expliquer à mes gars beaucoup de choses dans la dépense énergétique et dans la défense de la lutte, notamment le cash control. Plusieurs interrogations marrantes autour de ce combat-là. Tu crois qu'il est préparé à 100%, Conor? Je pense pas non plus. Non. Il y a même... Mais moi, je pense que même à 100%, il ne gagnait pas. Voilà, bah, c'est l'autre question qui est derrière. Il gagne pas. Non. Il fait peut-être un peu mieux, mais il gagne pas. Non. C'est le symbole de ce combat même du business contre le sportif. C'est ce qu'ils se disent dans la cage même. Où Conor lui dit c'est que du business et l'autre lui dit maintenant parle. Enfin, c'est fou. Il y a un côté bataille civilisationnelle dans ce combat, faut pas se mentir. Il y avait un côté Orient-Occident et tout qui avait été mis en avant par des médias. C'est dinguissime ce qui se passe ce jour-là. Il est où déjà le combat? Il est à Vegas. Pourquoi il est à Vegas, puisqu'après il saute. Après, t'as Khabib qui saute dans le truc et ils sont interdits. Moi, que j'avais que 6 heures de décalage sur ce combat. Mais bref, j'avais pas fermé l'œil du tout de tout le truc. Tu vois. Moi, j'avais que 6 heures de décalage où j'étais. Il lui donne pas la ceinture, à Khabib. Ouais, il est pas couronné. À cause de parce qu'il y a une émeute. La bagarre générale. Avec, ça, c'est fou. Avec Denis. Comment il s'appelle déjà Dylan Dennis. Dylan Dennis. C'est quand même le combat le plus vu de l'histoire en pay-per-view. Et je pense que mondialement, à mon avis, c'est le combat de MMA le plus vu de l'histoire. Je pense, ouais. Dans un sport qui, depuis des années, se battait pour sa légitimité et sortir du côté bagarre. Les mecs finissent en bagarre générale, à sauter dessus. L'autre, il lui saute à pieds joints dessus depuis la cage. Il y a tout dans ce combat. Pour moi, il y a tout. Ah ouais, tout, je suis d'accord. Il a... Et même dans ce qu'on explique depuis le début sur des changements de trajectoire. Ce jour-là, je sais pas ce que tu en penses, Khabib, il brise la carrière de MMA de Conor. C'est fini. Bien sûr. C'est fini. L'autre, il s'est fait rouler dessus. Et surtout, Khabib, il prend le star power qui est le sien aujourd'hui. C'est quand même... J'aime pas dire que c'est Conor qui l'a fait, mais en tout cas, c'est cette brillante victoire qu'il a fait. Mais ça définitivement. Grandement. Ouais. C'est jamais la superstar que c'est. Si ça continue à battre Yakinta, Eddie Non, Alvarez... alors, c'est très bien ce que tu dis, parce que Khabib, le soir de sa victoire... quelque peu décevante contre Anya Quinta, il n'a pas du tout le star power, il n'a pas un dixième du star power qu'il a aujourd'hui. Si Conor fait pas le... Tu vois, si c'est lui qui bat Alvarez au Garden, je suis désolé, mais à part les fans de MMA, tout le monde s'en fout. Là, tu le transformes en superstar d'un coup. C'est Conor c'est ce combat, oui. Pas Conor, ce combat. Parce que même, j'ai trouvé que... Bon, on va pas spoiler, mais par rapport au combat d'après... Tout le monde a compris, je pense. Il a beaucoup mieux géré la pression des confs de presse et tout c'est presque une erreur de Conor, qui pense qu'il va refaire ce qu'il a fait à notre numéro 1, et face à lui, il a un rock. Il a un mec qui a beaucoup moins d'émotions et qui, en fait, le prend. D'ailleurs, c'est Khabib qui gagne, moi, je trouve. Jeu de... Il est fort, Khabib. Il a de la répartie et tout, quand même. Sur les conférences de presse. Il reste froid. Et en fait, que c'est lui qui s'énerve, d'ailleurs. Bah oui, en fait, il lui met tu vois, il lui met du charbon. Il lui met du charbon dans la locomotive. Il lui donne encore plus envie de le défoncer. Je pense qu'il y a un moment, t'éteins les lumières, là, les caméras. Ils sont plus dans la cage, mais ils sont dans la rue. Il le tue. Oui. Khabib, il le tue. Il va au bout du truc. Et ça devient, t'as raison, ça change la carrière de Khabib, ça change la legacy de Khabib. Il y a la série de victoires après, les Poirier, les Gaethje, tout ça. Mais c'est plus du tout. Même aujourd'hui, en fait, ce que représente Khabib aujourd'hui dans le milieu du MMA, la façon dont il a du pouvoir au PFL. Ah oui. Peut-être même qu'Islam, il n'est pas monté aussi vite. Marachev, s'il n'y a pas Khabib avant, s'il n'y a pas cette superstar-là. Souvent, par contre, ça, c'est un débat, tu fais bien d'en parler. N'oublions pas quand même que si Islam, il a eu les moyens de s'entraîner comme il s'est entraîné, c'est quand même grâce à Khabib. Ça, il faut pas. Quand on parle de niveau, on n'a pas à prendre en compte ce truc-là. Quand on parle de legacy, si aujourd'hui Islam, mais pas qu'Islam, tous les combattants dagestanais de la team de Khabib, ils ont ces moyens mis à disposition pour s'entraîner à Abu Dhabi et partout où ils vont, c'est grâce à une seule personne. C'est grâce à Khabib Nurmagomedov. Faut pas oublier ça. On oublie. Et on a la mémoire courte dans ce milieu quand même. Beaucoup de choses découlent de ça. Même là. Évidemment. Quand tu vois Khabib dans des matchs de foot, chez les grandes équipes, ça part de là. Ça en fait une énorme superstar mondiale. C'est un combat qui était obligé d'être notre top 3. Et donc, vous l'avez deviné, si vous connaissez votre histoire du MMA si vous connaissez votre karaté. On l'a mis tous les deux premiers directs. Il n'y a même pas eu de débat. Ouais. Mais Conor McGregor. J'ai à peine hésité avec Khabib, mais tu peux pas. Non. Conor Aldo. Conor McGregor, donc notre numéro 1, bat José Aldo à l'UFC 194 le 12 décembre 2015 en 13 secondes. Et voilà, notre analyse, elle est plus longue que le combat. C'est peut-être le seul combat où on va parler de ça. Mais en fait, déjà, il est historique. Il y a des conséquences très graves parce que c'est la fin de la carrière de José, pour moi.
Mais bien sûr, tu vois. vas-y, on va en parler. La legacy de José, c'est pas du tout la même s'il n'y a pas ça. C'est ça. Il y a beaucoup de fans qui se rappellent de José pour ça. C'est Ouais. terrible. Il le combattant que il c'était. lui a foutu en l'air sa carrière. Et Connor, c'est vraiment devenu Connor après ce combat-là aussi, Ouais, quand même. ouais. Moi, je suis persuadé qu'ils font ça 10 fois. Alors, des fois, je vous dis cette expression, je vous dis ils font ça 10 fois, mais 5-5. Là, je vais être très dur. Mais je pense qu'ils font ça 10 fois. José gagne 9 fois. Oui, 9 ou 8, j'allais te dire. 9 ou 8. Et si tu le refais 10 fois en mettant José dans une salle fermée où il y a zéro, où il entend jamais Connor lui parler de tout le truc, il le bat 10 fois. Mais ce soir-là, c'était comme ça. Ce soir-là, c'était comme ça. José n'a pas été réfléchi, il s'est jeté, il s'est fait contrer par le check hook de bras avant de Connor. Et qui, en fait, en rentrant dans sa tête, l'a incité à surengager pour le punir Ouais. avec cette gauche. C'est brillant de la part de Connor. Pour moi, c'est aussi une des premières fois où le trash talk est utilisé comme une arme. Un de ses principales armes de ce combat-là, ça a été tout ce qu'il lui a dit avant pendant des mois. La tournée mondiale. Et d'ailleurs, Il a moi provoqué j'ai ça. parlé de ça avec Dédé, le game plan c'était low kick, qui aurait tellement marché. Calf kick, pardon, même pas low kick. Avec l'équipe Qui de aurait José. tellement marché. Sauf que l'autre, Sur il la veut jambe le et la tuer. garde de Connor. T'imagines? Il s'est pas bloqué les low kicks, Connor. C'est une dinguerie. Donc le game plan de. Tu me d'André fais mal à me dire Carderas, ça presque. ouais, c'était ça le game plan. Mais ce qui est logique. Qui est C'est José logique. Aldo, au fait, qu'on le rappelle aux gens qui, justement, se Allez, souviennent fais-toi beaucoup de plaisir. ça. Rappelle à Justine et à tout l'auditoire. Qui est Aldo, qui est José Aldo. le 12 décembre 2015 au matin. Et à nous faire sa tirade. Invaincu depuis novembre Blaze, 2005. flattez-moi. Voilà. Invaincu depuis novembre C'est la ruée vers 2005. Novembre 2005. 18 victoires de suite. Je te régale à parler de quand même. José. Hein. En moins de 66, 10 ans d'invincibilité, Aldric. Les gars, je pense qu'on va faire une cotise. On va payer à Herbie le voyage en Russie pour aller voir José le retour. Voilà. Mettez en commentaire si vous êtes d'accord. On va ouvrir une collecte et on va envoyer Herbie là-bas. Champion depuis son titre au WEC en juin 2009. Puis WEC qui sera absorbé par l'UFC devient l'UFC. Donc je vous referai pas la tirade sur Plus l'âge. jeune champion du Voilà, WEC, merci beaucoup. Plus jeune que John Jones. Il va nous la faire à chaque fois. Il a quand même battu pour prendre le titre comme Swanson. Non, mais c'est un meilleur comme Swanson que ce qu'on a aujourd'hui. Enfin, tu vois, on est d'accord. Aldric. Ah, faut l'aimer, Herbie. Hein. Aldric, Uriah Faber, Mike Brown, Dominique, Florian, Frankie Edgar, Chad Mendes 2 fois, Coréa Zombie, Le Lamas. run est fou, ça, je suis d'accord. Il bat des mecs qui sont des sacrés run est combattants de MMA. Et il est largement au-dessus. Moi, je te l'ai dit, pourquoi je l'aime, et tu le sais. Comme ça, je finis là-dessus ma tirade. Le mec que j'ai regardé à son prime, qui m'a fait dire c'est le meilleur mec combattant de MMA global, complet, que j'ai jamais vu, c'est lui. Non, mais c'est vrai. Les kicks, la boxe. Alors qu'il vient pas de là, il vient pas des kicks et de la mais boxe. c'est vrai. Ce qu'il était capable de Là-dessus, faire. Enfin, je te valide le truc. c'est un monstre, quoi, à l'époque où Connor le rencontre. Il est très complet, surtout qu'il est ceinture noire de jiu-jitsu, mais il s'en sert jamais. Donc, non, rien à dire. Et même, il n'y a pas Bas Rutten l'a fait à son époque, mais il n'y a pas tellement de game plan low kick à cette époque-là. Et lui, il sabre les appuis. Et il faut quand même mettre en avant un truc. Et ça, c'est arrivé même après Connor. La défense de lutte du garçon. Mhm. Il est funambule, il est même plus combattant, tu vois. Il est impossible à faire tomber. Il a un équilibre absolument dingue. Le package est complet. Ouais, et l'autre, ça, dans un des combats les plus attendus de l'histoire, hein, quand même, parce qu'avec la tournée médiatique mondiale qu'il y a eu, qu'on a dit, l'autre, il l'éteint en 13 secondes. Il devient... Et en fait, en plus, c'est quand même un des combats où il y a les conséquences sur les deux carrières des deux mecs. Mhm. Vraiment. Presque plus que tous les autres qu'on a cités depuis le début. Connor Khabib, il y a une Connor incidence Khabib sur les peut deux rentrer, quand même, bah, tu vois, et on l'a sur ce podium-là. Mais Connor devient Connor en battant Aldo comme ça. Et Aldo, la legacy, elle en prend un sacré coup dans la tête par rapport à ce qu'il aurait pu rester dans la mémoire collective. Franchement, j'ai eu zéro doute. T'as raison, ça peut se jouer avec Khabib, tu peux en discuter. Même Verdum, Fedor, c'est fou, c'est nos trois. Non, le top 3, tu peux peut-être réfléchir selon l'angle et la géographie, le pays dans lequel tu l'as vécu. Tu peux en discuter, mais en tout cas, le top 3, il est de très loin devant tout. Incontournable. McGregor, Aldo numéro 1. Donc tu vois, on est d'accord. Tu vois, ouais, au final, Dorsel et Arte se rencontrent sur la place la plus haute. Parce que même les deux autres, on les avait pas aux mêmes places. C'est vrai. Le seul où on est d'accord sur la place, non, mais je suis d'accord. C'est le numéro 1. Non, mais c'était pas mal. Donc, tu as dit pas mal des. Je finis par quelques mentions, mais rapides, mais tu en as dit pas mal déjà dans que j'avais moi, les Nunes Cyborg, tu vois, Sierra JSP. J'ai pensé à mettre Jones Rua. Oui. Pour l'importance de Jones. Mais en fait, tu sais, alors, pourquoi tu l'as. Moi, je te dis avant pourquoi je l'ai pas mis. Le run de Shogun n'est pas ouf. Mais... Toi aussi? Ouais, mais sinon, tu vois, pour l'importance de genre, ça lance. La passation de pouvoir. John Jones et le run de Jones. J'ai hésité, moi, entre celui-là et Dos Santos
Kane. Kane. Mais je trouve que le run de Dos Santos et ce qu'il fait est plus impressionnant que ce que fait Rua, tu vois. Ok, j'entends, Tu mais vois tu pourquoi vois, c'est un truc Ouais, ouais. auquel on a pu penser. Lidl Couture 2, qui est juste après Griffin Bonnard, ils sont en 2005. Ouais. Ils se sont dit, je pense Ouais, que ouais, ouais. au-delà de Griffin Bonnard et du teuf, les mecs qui sont venus voir le teuf et qui la semaine suivante, puisque c'est la semaine suivante, se connectent à l'UFC et voient ça, bah tu vois, le teuf les a fait venir, ça les a fait rester. Ouais, Ça ouais, les c'est a fait vrai. devenir fans de l'UFC. C'est Mais rude. tu sais que vraiment, mettez en commentaire si ça vous intéresse. Il faudrait quand même en parler de ce teuf. Des débuts et de l'importance qu'il a eu dans le monde du MMA et dans le public du MMA. Il faudrait qu'on fasse un épisode culture là-dessus quand même. Le The Ultimate Fighter 1, avec les jeux et tout ce qui va avec. Je te tu vois. suis avec plaisir. Il faudrait quand même se replonger dedans parce que personne connaît, parce que c'est plus très suivi aujourd'hui le teuf, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup. Là, je suis persuadé qu'il y a la moitié des gens qui nous suivent qui connaissent pas très très bien. Surtout les premiers, tu sais, où il y avait des Ouais, épreuves, bah, oui. tu vois. Puis des grosses stars dedans, Ouais. quoi. Vas-y, moi, je note. L'idée est bonne et on en fera un. Ah, parce que le rédac, les gars, vous pouvez m'envoyer des messages, mais le rédac, c'est lui. C'est pas moi. Moi, suis le chef. je Casquette de propose, chef. moi, et Herbie dispose. C'est Rudo Dilacho, j'y ai pensé. Parce que Ouais. tu sais, il y avait l'idée qu'il ferait Oui, oui, disparaître la KT de 57 et tout, pour cette importance-là. Cruz Dilacho, je t'en ai parlé parce que c'est fou après 4 ans. Dans le même ordre d'idée de mec qui reprend sa ceinture, et quand tu m'as dit j'ai un truc très moderne, Yann Merab. Ouais, ouais. T'aurais pu, on aurait pu. C'est vraiment très très récent, mais on aurait Ouais, pu. ça n'a pas assez de recul peut-être pour que ça ne Ouais, c'est ça. Après le run de Merab et l'autre Ouais. ça faisait 3 ans et demi ou 4 ans qu'il était plus champion, je trouve ça assez fou la perf de Yann. Ouais, Et c'est vrai. avec le recul, on se rendra peut-être plus compte de ce qu'a fait Yann ce C'est encore soir-là. un peu frais. Diaz McGregor, le 1. Parce que I'm not surprised. voilà, il y a un moment, t'es obligé. J'avais pensé à JSP Pen 2, où vraiment, tu sais, il remet le point d'exclamation. J'aime bien celui-là. Poatan, easy, le 1. Ouais. Là, quand pas celui où Adesanya prend enfin sa revanche, mais celui où Ouais. en MMA, Poatan prend la L'éteint. ceinture et tu fais waouh, c'est une dinguerie. Ça, c'est plus mes trucs personnels, mais Penn contre Frankie Edgar. Ok. Parce que Penn, il marche sur tout le monde en moins de 70 et Edgar qui vient 2 fois de suite d'ailleurs. Tu sais, mais vraiment, j'entends jamais les mecs parler de Frankie Edgar, mais c'est une légende, Frankie Edgar. Ouais. C'est une légende. Ah. Vraiment. Il a révolutionné ce sport à sa façon aussi, Ouais. on n'en parle jamais. T'en as parlé au top 50 et Ouais. t'inquiète pas qu'il arrive pour moi Bon. aussi. Plus haut que toi d'ailleurs. Edouard Ousmane t'en a parlé. Cruz Faber pour la rivalité. Je l'aimais bien, mais ça mérite pas. Tu vois, Il a un côté fleur bleue. je l'ai mis en bas de mes trucs. C'est Et Radio Bleu Azur. les combats féminins dont on parlait et tout. Et pour le petit clin d'œil, mais Pulver-Penn. Ok. C'est comme Jens Pulver. C'est comme Penn est ultra favori, là, il arrive, le mec, la ceinture noire, Frappé fort, Jens Pulver. champion du monde de ceinture noire, le seul américain qui va rouler sur le MMA, et puis il va défoncer Pulver et prendre la ceinture, et finalement c'est Pulver qui le bat. Attention, Pulver, il frappait fort. Il avait ouais. C'était 2 fers à passer qu'il avait dans les mains à l'époque. Jens. Ouais, Et je me voilà, rappelle très bien. et j'ai fini mes mentions aussi. Et il y avait la J'en ai mention, pas, moi. il y avait la mention personnelle, 31 décembre 2005, Takana Origomi contre Ayato Sakurai, pour la ceinture lightweight du Pride. Mais ça c'est pour mon historique personnel, va-t-on En vous dire. remerciant. Merci Eldrix, toujours un plaisir. Ouais, Cette c'était petite cool. top 10, C'est cool à on faire. s'amuse à faire ça. C'est long à préparer, t'as raison, mais ça fait plaisir de Ouais, revoir Herbie me cette donne des histoire. devoirs, Herbie. Et j'espère que ça va inciter des gens à aller revoir certains combats s'ils ne les ont pas vus et leur importance historique. Monsieur Cassata, on se revoit lundi avec un débrief de l'UFC. Ça faisait longtemps que ça ne s'était pas On va arrivé. prendre un petit peu les choses sérieuses. Exactement. UFC 324, on vous le débrief dans Aldric Herbie. N'oubliez pas de jouer sur Jab IQ, notre site de pronos, d'aller Je donner vais vos m'y pronos mettre, pour je m'y l'UFC mettrai vendredi. 324. Il va vraiment y avoir des lots à gagner sympas, donc n'hésitez pas à commencer dès maintenant pour accumuler le plus de points possible. Et avec Aldric, on aura nos pronostics, donc vous pourrez nous voir dans le classement. Vous pourrez voir si vous êtes au-dessus de nous. Donc on compte sur tous nos Australiens pour nous dépasser comme il faut. Merci Aldric, merci Justine en régie. Comme comme dirait d'habitude. Justine, bisous, bisous. Bisous bisous à tous. Et on se revoit très vite sur Jab Life. Ciao ciao.